Bonjour, bienvenue sur ce nouvel épisode de podcast. Je suis Nathalie, By Night Création sur Facebook et sur Instagram, By Night tout court sur Ravelry. Ceci est un podcast tricot, couture et teinture, puisque je suis teinturière. Je crois que c'est le 39e épisode, si je ne me trompe pas. On est lundi 20 mai, octobre, mai, entre les deux. J'espère que tout le monde va bien. Un grand merci pour d'être toujours là, d'être toujours présent, d'être toujours aussi bienveillant. Bienvenue à tous les nouveaux abonnés, les nouvelles abonnées qui ont été assez nombreux ces derniers temps. C'est très très chouette, très 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 encourageant. Voilà, je suis contente que mon petit univers dispersé et coloré vous plaise. Aujourd'hui, on va parler tricot un peu. Couture beaucoup et teinture pas mal. Voilà, donc je vais essayer de me rappeler que à peu près maintenant, je dois vous mettre les timings des deux autres sections pour ceux qui ne seraient pas intéressés par le tricot ou par la couture ou par la teinture. Donc je suis, pour celles qui ne le savent pas, je suis teinturière de métier, teinturière de laine. Je teins de façon naturelle avec des plantes et des insectes, de la laine. Et alors j'adore coudre, donc je fais aussi des sacs à projet, des choses comme ça pour les tricoteuses. Et puis je fais beaucoup de vêtements pour moi-même et un peu pour mon chéri. Donc voilà, en gros. En gros qui je suis. Les petites nouvelles, depuis le dernier épisode, il y a eu le fil de la Manche qui était très 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 chouette. J'ai pas enregistré un épisode tout de suite après parce que j'avais pas grand chose à vous montrer. Je crois que j'en avais fait un juste la semaine avant. Ouais, c'était très 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 sympa. L'endroit est magnifique. Mon homme et moi, on avait un petit appartement en bord de mer à Dieppe. Ça a fait un bien fou de voir la mer, même s'il a fait immonde et qu'elle était un peu déchaînée. Et voilà. Et donc moi, je me suis tapé un fou rire le premier matin parce qu'à la maison, je me fais réveiller par le merle vers 4h30 et là, c'était par les mouettes. Donc c'est bien, ça faisait exotique pour moi. C'était très bien, ça changeait les idées. Voilà, on a passé plein de bons moments. C'était très chouette de revoir tout le monde, que ce soit les autres exposantes, mais ou les clientes et ou copines qui sont passées. Vraiment un bon moment. J'ai rien acheté à part une chose, donc voilà, j'ai juste acheté ce magnifique sac à projet. Je ne sais pas si vous connaissez The Blue Rabbit House. C'est une illustratrice belge qui fait des sacs à projet avec ses illustrations. J'ai oublié le prénom de celui-ci. Donc voilà, donc c'est des simples pochons qui sont doublés. Je vais vous montrer ça. Vous pouvez la suivre sur Instagram. Voilà, The Blue Rabbit House. Et elle fait à chaque fois avec des animaux différents. Et elle collabore beaucoup avec Cross & Roots, la boutique qui est à La Haye, qui est très, très dynamique. Ils avaient fait une édition spéciale absolument canon pour Édimbourg. Et donc voilà. Donc j'ai pas acheté à Cross & Roots, et j'ai pas acheté à The Blue Rabbit House parce que ces updates ils vont tellement vite qu'on a le temps d'avoir rien du tout. Et j'ai acheté chez Walmart Verve. Et voilà. Mais je sais que voilà. Donc le week-end prochain, je repars. Donc enfin, ce vendredi, on repart. C'est complètement décousu comme d'habitude. Ça fait 1 heure que je me dis, allez, il faut que j'y m'y mette, il faut que j'enregistre un épisode. Ça fait longtemps, mais j'ai pas la tête. J'ai pas la tête à raconter des trucs. Donc, pardonnez-moi, je vais m'y mettre, ça va aller. Hein, on va retrouver le rythme. Et donc, donc, je pars vendredi pour le prochain salon qui sont les Breidagen, donc les journées du tricot à Amsterdam. Donc, si vous vous souvenez, j'ai déjà fait 2 fois les Breidagen aux Pays-Bas, une fois du côté de La Haye et une fois du côté de Zwolle, tout au nord des Pays-Bas. Et donc là, cette fois-ci, c'est en plein centre d'Amsterdam. Il y a des très 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 chouettes workshops, des très chouettes designers qui seront présents. Elle veut en fait... Ouais, elle voulait vraiment organiser un nouvel événement qui soit un peu plus, elle l'a appelé la Duurzame Editie, ça veut dire édition esprit plus durable, plus laine de qualité, tout ça. Donc je suis impatiente. Il va retrouver les copines là, la Fifi sera présente, Trélie sera présente dans les exposants, puis alors d'autres exposantes néerlandophones, Walmart de Verve, Fox and the Night, que vous avez peut-être rencontré aussi au fil de la Manche, et voilà, et plein d'autres, je vais pas citer tout le monde, et il y aura Cross & Roots. Donc voilà, donc, si elles sont d'autres petits sacs comme ça, peut-être que je vais commencer une collection d'animaux, on verra bien, on verra bien. Donc voilà, mais donc je pars vendredi, le salon c'est samedi de 10 à 18h, dimanche de 9h30 à 17h, et donc voilà, je me réjouis, je suis impatiente, ça fait déjà 5 semaines sans salon, ça devient long en fait. Je me rends compte que je suis complètement accro, en fait, mais
Je suis beaucoup toute seule chez moi, toute la journée, alors que je suis quelqu'un qui a besoin de parler tout le temps. Donc, donc du coup, voir du monde me fait un bien fou d'échanger, et de communiquer, et voilà, et papoter autour de notre passion à toutes et tous. Forcément, ça fait du bien. Donc, euh, donc voilà, donc je me réjouis d'être vendredi déjà pour installer le stand, de retrouver les exposants, et puis on verra pour les visiteurs retrouver. Je connais moins de monde forcément aux Pays-Bas, mais à force, voilà, c'est déjà 3 fois, et puis la même organisatrice organise un salon en novembre en Belgique, et donc on se retrouve là aussi. Enfin voilà, donc je me réjouis en gros pour les nouvelles. Et alors le suivant, ce sera le festival de l'écheveau solidaire les 20 et 21 juillet euh, dans le Morvan. J'ai pas l'adresse exacte, je vous conseille alors d'aller voir l'agenda sur mon site. Il y a déjà tous les salons et marchés qui sont confirmés, qui sont inscrits dans l'agenda de mon site. Le lien ici, c'est bynecreation.com/agenda. Donc si vous voulez venir voir de la laine en vrai, rencontrer d'autres tricoteuses, pas spécialement juste moi, hein, c'est toujours des très 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 chouettes moments. Donc voilà, donc je suis impatiente pour ce week-end. Je suis déjà impatiente d'être le 20 juillet. Normalement je ne pouvais pas y aller parce que j'avais déjà quelque chose de prévu, et j'ai réussi à y échapper. Et donc je vais pouvoir venir. Donc voilà, je suis contente. On va passer aux choses sérieuses, non? Parce que vous en avez rien à foutre de mon agenda. Hein? Oh, j'ai dit un gros mot, pardon. Vous vous en moquez. On va passer aux choses sérieuses, on va passer au tricot. Je n'ai qu'un seul projet terminé. Mais en plus, vous l'avez déjà vu sur Instagram. Oui, je l'ai vu. Ah, je voulais pas montrer bloqué, donc ça va. J'ai 2 en cours. En vrai, j'en ai 4. Mais il y en a 2 qui n'ont pas bougé. Je suis pas en mode tricot fort pour le moment. C'est-à-dire que j'ai envie de faire plein de choses. Donc je passe énormément de temps sur Ravelry à réfléchir aux modèles qui me plaisent, aux laines que j'ai, dans quel ordre je vais les faire, par quoi je commence. Et alors j'ai une grosse envie de pull assez chaud. Voilà, bon, c'est peut-être lié au fait qu'on soit en automne, hein, mais oui, le point météo. Donc nous n'avons pas eu d'hiver et nous n'avons toujours pas eu de printemps. En fait, on est en automne depuis le 15 août à peu près. Donc on a eu la canicule. Donc il y a eu toute la chaleur, tout le soleil ont été concentrés de la mi-juin à la mi-août l'an dernier. Et donc depuis, c'est l'automne. On a eu un super beau week-end où il a fait 25 degrés. Donc ça, c'était génial. On s'est dit, yes, ça y est, c'est parti. Et ben non, depuis, il pleut, il fait moche. Et puis de temps en temps, il y a un jour de soleil. Et puis... Donc voilà, c'est un peu ralent, mais c'est pas grave, hein, c'est comme ça. Donc ouais. Bref, pour le tricot, je sais pas. En fait, j'ai tellement d'idées, tellement d'envie que j'arrive à rien mettre en place, et les projets que je fais m'ennuient. Ça n'a rien à voir avec les projets, c'est juste que je suis trop en train de me projeter dans les suivants, donc c'est complètement débile. Mais je résiste au fait de commencer trop de projets, parce que j'ai pas assez d'aiguilles. J'ai assez de sacs, hein, ça c'est sûr, mais j'ai pas assez d'aiguilles. Et puis ça sert à rien, parce qu'on sait très bien que quand on a trop de projets, il y en a aucun qui avance. Donc voilà, donc je me dis, voilà, entre guillemets, fais-toi violence. Ce que tu aimes, c'est tricoter. Le projet que tu es en train de faire, il te plaît, la laine te plaît. Donc avance là-dessus avant de faire le suivant. Et puis voilà, et puis je prends mes aiguilles, je fais 2 rangs, et mon esprit divague et se promène et se projette dans les suivants. Oui, mais alors si celui-là, je le faisais avec la R de lune. Ah, mais non, mais celui-là, je vais peut-être la faire avec la Isager. Ah, mais en fait, mais j'ai encore ce patron que j'adore. Ah, mais je vais regarder ce que j'ai dans mon stock qui pourrait... Voilà, absolument pas constructive. Donc voilà, c'est pas très grave, hein, il y a des périodes comme ça, on n'est pas, c'est pas une compétition non plus, hein. Donc voilà. Donc voilà en tricot. Par contre, en couture, je suis obsédée par les chemisiers. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5 qui ont été faits. Voilà, j'ai encore acheté des nouveaux tissus. Je ne sais pas encore très bien en quoi je vais transformer. J'ai déjà le tissu pour une jupe toute simple qui est coupée. Donc voilà, donc je suis en couture, ça va bien, ça va très très bien. Et alors en teinture, depuis janvier, j'avais été un peu dépassée par les événements, entre guillemets, grâce à vous, en fait, grâce à l'accueil que vous avez réservé à Orion et à Sirius, surtout mes nouvelles bases, et puis aussi toutes les autres, sur les salons. Et donc, en fait, je me suis retrouvée de salon à salon, à surtout faire en sorte qu'il y ait vraiment de tout, pour que personne ne soit déçu. Et puis, dès que je suis rentrée, du dernier de Dieppe, du fil de la Manche, ma priorité était de remettre le site à jour, puisque tout le monde ne peut pas se déplacer, puis il y en a, ah oui, mais moi aussi je veux de la Orion, puis moi aussi je veux de la Sirius, puis moi aussi je voudrais de la Twinkle à la Garance, ou de la Milky Way à la Garance. Voilà. Donc voilà, donc en fait j'ai passé une semaine complète à photographier
tout ce que j'avais teint depuis le début de l'année, tout ce que j'avais cousu au niveau des sacs à projet, des trousses et tout ça. Et j'ai pu mettre tout à jour sur le site. Donc voilà, mon site, il est blindé, blindé, blindé. C'est un magasin de laine, voilà. C'est aussi grand que le Kaléidoscope, presque, pour ceux qui connaissent. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choix. J'espère que... Enfin voilà. Et... mais alors, du coup, je me suis dit, je vais un peu plus revenir au basique. Je vais pas dire produire pour produire parce que c'est jamais le sentiment que j'ai. Je me fais toujours plaisir, hein, puisque je reste enfin voilà, chaque teinture doit être contrôlée, surveillée. Il y a les températures qui sont enfin voilà, la garance, et boum, à une certaine température, ça devient rouge. Mais alors, il ne faut pas que la température, elle soit juste dans le bas de la casserole. Il faut être attentif. Sinon, le rouge va être absorbé par les échevaux du bas, et puis ceux du haut vont rester bruns moches. Enfin, voilà, bois de Campèche, c'est pareil. Le taux de calcaire est tellement d'influence qu'il faut vraiment être attentif. Enfin, voilà, je ne veux pas vous donner tous les détails techniques, mais donc j'ai toujours énormément de plaisir, mais j'étais vraiment juste dans la répétition des choses qui vous ont beaucoup plu. Et je prenais plus le temps de redécouvrir ou voilà. Donc depuis j'avance aussi pour préparer, j'ai préparé les Breidagen, et puis je commence déjà à préparer le festival de l'écheveau solidaire. Mais je suis revenue au bon vieux basique de teinture, et aussi essayer une plante que je n'avais encore jamais essayée. Mais donc tout ça, je vous raconterai en fin d'épisode pour ceux que ça n'intéresse pas avant. Je suis déjà épuisée. Je suis déjà épuisée. Alors, je sais pas pourquoi j'ai déjà en plus la voix rauque avant de commencer, alors que normalement, j'ai pas trop parlé. Enfin, oui, on a eu un week-end chargé, on a vu plein de potes et tout, c'était chouette, mais donc voilà. Je vais vous montrer mon super écheveau, mon super projet terminé, hein. Alors, le premier projet terminé, vous l'avez vu, c'est le Fading Point de Rory Locatelli. J'étais presque au bout la fois passée, donc j'ai pas énormément de mérite, il me restait pas grand chose à faire. Mais bon, comme je vous disais dans l'introduction, j'ai très peu tricoté ces derniers temps. Donc, le Fading Point, que j'ai fait en 5 couleurs de singles. Tout est parti d'un écheveau de singles que Julie, Keep Calm and Knit, m'avait offert il y a presque 2 ans. Je ne sais plus à quelle occasion, qui était un écheveau de... Alors j'avais gardé toutes les étiquettes ensemble pour ne pas les perdre. C'était un écheveau de La Féfile, Hémoglobule. Voilà la couleur. On sait bien quand il fait moche, les couleurs sont exactes, de chez Exact. Et c'était donc sa base single 100% Merino, 360 mètres pour 100 grammes. Donc, à partir de là que je me suis dit, il me faut lui trouver 2 autres copains pour faire un châle à 3 écheveaux, puisque c'est les châles à 3 écheveaux que j'aime le plus au niveau... que j'aime porter le plus, porter. Je suis donc allée au Kaléidoscope, où j'ai acheté un écheveau que je ne peux plus vous montrer parce que j'ai tout mangé. La Hedgehog Skinny Singles coloris Rusty Nail. Je sais pas si ça va être lisible. Voilà, c'est un peu flou. Mais de toute manière, donc sur mon site, sur la partie blog, en fait, je mets à chaque fois tous les liens et des notes de tous les épisodes normalement, donc les liens vers les patrons et les liens vers les différentes laines. Donc j'avais acheté ceci, et alors j'avais acheté la Malabrigo, c'était quoi? La Meshita coloris Carnival, qui est ceci. Voilà, c'était déjà très chouette. Et puis est sorti le Fading Point de Rory Locatelli. J'ai eu un énorme coup de cœur sur cette grande étole en dégradé. J'aimais bien le principe de répétition, de points mousse, de dentelle assez simple, plus la construction qui est prévue. Enfin voilà, ça m'intriguait très fort. J'avais envie de le faire en me disant, à l'occasion, c'est un chouette projet quand on n'a pas envie de trop réfléchir à ce qu'on tricote. Et c'est vraiment ça que c'est. Et donc du coup, il m'en fallait 2 autres. Alors, j'ai d'abord trouvé 2 nouveaux kaléidoscopes à Bruxelles, où est la bonne étiquette, de la Holland. Voilà. Non, il veut sursaturer. Voilà, Holland. Voilà la couleur. Et il me manquait une 5e couleur que je voulais soit un tout petit peu plus clair que le Rusty Nails de Hedgehog, mais pas blanc. Je voulais pas de blanc en fait, je voulais vraiment un châle le plus plein et le plus coloré possible. Et c'est finalement, j'ai trouvé mon bonheur chez Walmet Verve. Quand je les ai vus, je pense que c'était en novembre, quand ils sont venus à Gand. Walmet Verve.
Voilà. Donc, il me manque une couleur. Mais en gros, vous aviez mes fading points étaient comme ça. La fil au milieu, le rusting est ici. Donc voilà, et donc ça c'est mon coloris, le Walnut vert était le coloris le plus foncé, celui par lequel on commence. L'étole, je vous la montre. Alors, vous voyez ce qui me reste. Je viens de peser mes restes, donc j'avais 5 échevaux de 100 grammes, il me reste 49 grammes. Donc l'étole est immense. Mais j'adore, donc il n'y a pas de souci. Hein. Déjà elle est très très large, mais en plus, donc je vais vous la montrer dans le bon sens. On va faire le passage de l'étole devant l'écran. Voilà, donc là vous avez la Holland, la coloris le plus foncé. Ici vous avez la Walnut vert, pardon. Puis la Holland qui est ici avec un peu de violet dedans. Ensuite on a la Féfil, le rouge hémoglobule. La Meshita de Malabrigo. Et la Hedgehog. Et alors en fait vous ne voyez rien, il faut que je recule. Voilà. Alors j'ai pas mesuré, je pense que... Attendez, je vais mettre debout, on va voir. Elle doit faire un bon 3 mètres sur 1 mètre de large. Donc bien enveloppante. Alors la construction, je crois que je l'avais déjà dit. On commence sur le principe d'un châle triangulaire. Vous en voyez la forme. Donc avec le centre qui est ici, on fait des augmentations et on change de section entre le point mousse et le point dentelle jusqu'à avoir un triangle. Et ensuite, on change de laine en faisant un système de rayures, comme pour le principe du So Fade et Fade et compagnie de Andrea Mori. Et là, on n'augmente plus le nombre de mailles, le nombre de mailles est fixé. Et alors, on continue avec un jeu d'augmentation sur le côté et diminution sur le centre, à avoir une étole qui continue toute droite. Et là, on fait les 4 fois la même section avec les 4 autres couleurs. Voilà. Et donc on arrive à être ici, juste après le passage de la dentelle orange. On fait ça 2 fois, et donc on a 2 bandes qui sont rectangulaires avec une pointe sur 2 aiguilles différentes. Et alors on va venir réunir les 2 parties. Donc vous avez les 2 pointes, une qui se termine là et l'autre qui se termine là. Et alors on vient là du coup avec un jeu de diminution et on refait un fade vers jusqu'à la 4e couleur. On n'utilise plus la 2e couleur, on n'utilise plus jamais la première couleur, mais heureusement parce qu'on n'en a plus assez. Et donc on refait un triangle en fade avec les 4 couleurs, les couleurs les plus claires entre guillemets dans mon cas. Donc voilà, on fait ça, puis on refait la même chose de l'autre côté. Personnellement, il m'a manqué, donc je n'ai plus d'assez d'orange. Et donc du coup, j'ai commencé la couleur suivante qui était la Meshita, 2-3 rangs plus loin, en me disant, on verra bien, 2-3 rangs plus tôt, pour compléter, c'est pas très grave. Donc si on mesure vraiment, mais mes 2 triangles ne sont pas exactement les mêmes, je crois que personne ne le remarque. Je crois qu'il y a 2 rangs de différence. Et alors j'ai rattrapé, j'ai fait plus de Meshita quoi. Et là aussi on a un petit jeu, mais c'est une autre dentelle avec des petits trous. Donc voilà. En gros, c'est le projet dont j'avais vraiment besoin au moment où je l'ai commencé en fait. C'était vraiment ça. Il faut pas réfléchir, mais on s'ennuie pas. Les sections vont vite parce que c'est de mémoire c'est 16 rangs je crois par section, voire même moins. Et donc on est vite au bout d'une section. On a presque 200 mailles sur l'aiguille. Voilà. Mais ça se passe tout seul. J'avais hésité entre faire les 2 sections, les 2 grandes bandes en même temps. Mais du coup, ça voulait dire que j'avais donc 5 pelotes que je devais diviser en 2 à chaque fois pour faire les 2 parties. Donc ça faisait 10 pelotes. Et donc au moment des dégradés entre les deux couleurs, qui sont quand même sur pas mal de rangs, avoir 4 pelotes en cours. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait la première section avec la couleur 1. Puis j'ai fait le passage à la couleur 2. Là, j'ai coupé mon fil de couleur 1 et j'ai refait exactement la même chose. L'avantage en plus de refaire un truc qu'on vient de faire, c'est qu'on ne doit plus regarder le mode d'emploi et pouf, on avance quoi. Et donc j'ai fait ça à chaque fois. Donc à chaque fois, j'avançais, coloris 2, passage à 3. Là, je commençais de 1 à 2 et ainsi de suite jusqu'à avoir
fini les deux coloris 5, et puis j'ai fait un triangle d'un côté, l'autre triangle de l'autre, et en vrai, le triangle, ben, on diminue tellement vite que c'est fait en 2-3 heures, le triangle ici est fait. Je crois que je l'ai fait chacun des triangles en une soirée. Le reste, je sais pas, je sais pas vous dire. Je sais que je l'ai commencé. Est-ce que je l'ai pas commencé genre mi-mars et je l'ai terminé mi-mai. Mais il y a plein de moments où j'y ai pas touché. J'ai fait plein d'autres choses et c'était juste quand j'avais besoin d'un truc facile à un moment facile à transporter et surtout très pratique en voiture. J'ai beaucoup avancé dessus quand on est parti à Lyon. C'était mon parfait comme tricot bagnole, quoi. Donc voilà, je suis très 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 contente de ce projet, de ce modèle. Je crois que c'est la première fois que je faisais un châle de Rory Locatelli. Voilà, c'est simple, c'est très simple mais inventif. Et donc si vous avez 5 écheveaux qui n'ont pas de copains, parce que oui, c'est un projet super cher. Alors moi, je n'ai pas vraiment conscience, donc j'ai reçu un des écheveaux et les 4 autres, je les ai achetés sur une durée de 18 mois. Donc j'ai pas cette impression d'avoir dépensé 100 € de laine, voilà, mais voire plus. Mais mais si vous avez 5 écheveaux solitaires dans votre stock, why not, allez voir. Ou si vous voulez le faire un peu plus petit, avec seulement 3 ou 4 couleurs, il y a sûrement moyen aussi, en montant moins de mailles au début, en s'arrêtant plus tôt. Enfin, il doit y avoir moyen de bidouiller un truc. Et sinon, elle a fait un autre modèle qui est gratuit. J'ai Ravelry qui est ouvert juste à côté de moi. Il y a un autre modèle qui est gratuit. C'est le Starting Point. Si je petit intermède, c'est pas le Starting Point, c'est le Suburban Wrap, qui est un modèle gratuit qui avec le même principe de changement de section et de couleur qu'on peut même faire avec des restes. Et là, il faut 3 couleurs. Ah, il n'est plus gratuit. Ah bah c'est zut, alors moi je croyais qu'il était gratuit. Ah, il a peut-être été gratuit au moment de son lancement. Mais là, il n'en faut que 3 et c'est aussi très très chouette. Par contre, on reste de chaque côté avec les 2 pointes dans celui-là. Mais bon, voilà, c'est des chouettes suggestions si vous avez des écheveaux qui n'ont pas de copains. Donc voilà. En vrai, je l'ai pas encore vraiment. Je le mets sur mes épaules. Plus, il est là. Voilà. Il n'est pas rangé dans la chambre, prêt à partir hors de la maison. En fait, c'est plus le soir, je le mets, je fais un tour ou deux. Ou quand, voilà, quand on est dehors. Parce qu'il est comme. Enfin voilà, on essaye quand même. Hein, on est belge, hein, donc quand il fait 15 degrés, on essaye quand même de vivre un peu dehors. Et donc, je le mets sur mes épaules, plus vraiment comme un châle. Voilà, je fais n'importe quoi, mais. Je suis vraiment contente. Après, les couleurs sont peut-être un peu trop d'automne aussi pour que j'en profite maintenant. Et je suis sûre que en automne, quand je porterai moins de rose pâle, ça conviendrait mieux à ma garde-robe. Mais je suis très contente. Un chouette projet que je suis contente d'avoir fait. Donc, merci Julie pour les chevaux de Cécile, de la Féfé. Voilà. Donc, on peut le mettre des millions de manières. Hein. C'est juste un long, grand rectangle bien large. Le Fading Point, mon seul projet terminé. Et je viens quand même de parler 11 minutes d'un châle dont je vous ai déjà parlé 10 fois. On passe aux 2 minis en cours. Les encours tricot. Ben j'en ai donc 2 qui n'ont pas beaucoup bougé. En fait, je me rends compte que je n'ai aucune idée de où j'en étais la fois passée. C'est pas bien, hein? Ou est-ce que je n'avais peut-être pas encore commencé? Donc voilà, bref. Mais donc, vous l'avez vu, je suis en train de faire le Rock Peak cardigan de Marion M. C'était une collaboration qu'elle avait faite avec La Féfile pour Édimbourg, qui normalement est rayée. Vous me connaissez, je ne suis pas dingue de rayures, mais j'aime beaucoup la forme, j'aime beaucoup le grand col châle avec le point texturé. Et donc du coup, je me suis dit, bah, je vais le faire juste uni et juste voilà, garder la construction et le faire uni. Je le fais en laine que j'ai acheté à Lyon au Knit Eat, la bien-aimée. C'était mon gros cadeau du Knit Eat. Je me suis acheté 3 écheveaux de la bien-aimée Allure. Alors ça, vous n'allez pas réussir à lire à mon avis. Et c'est le coloris Golden Rot, donc bouton d'or. Bouton d'or. Voilà. Du soleil. En fait, c'est de ma faute s'il n'y a pas de soleil depuis. Depuis, on vient d'en parler, je vais pas en reparler. C'est de ma faute, c'est parce que comme j'en tricote, moi j'en vois tout le temps et voilà. J'ai déjà pas mal avancé du tout. Je vous montre où j'en suis. Est-ce qu'il est montrable? Donc vous avez un grand col châle. J'ai fini les raglans. Et alors j'ai déjà un petit 10 cm du corps qui est fait. Et les 2 manches sont faites.
Je les ai terminés hier soir. Tada! Alors, comment ça marche? Comment ça marche? On tricote d'abord la bande ici, d'une certaine longueur, en faisant un montage provisoire. Je crois qu'elle préconise un montage provisoire au crochet. Moi, comme d'habitude, j'ai fait le montage provisoire qui s'appelle apparemment le Turkish Caston. Merci aux souffleuses. Donc c'est celui qui est préconisé dans le Regan. Donc on tourne autour de son aiguille de deux câbles pour monter les mailles dans un certain sens. Donc voilà, donc j'ai fait le Turkish Caston. Après on vient relever les mailles ici, on reprend le montage provisoire sur l'aiguille à la suite, et alors on a, donc ça va de là à là, et là on commence les raglans pour les épaules, et on commence à monter des mailles pour former le devant, tout en continuant la bordure dans la continuité. On a 2 diagrammes de bordure forcément, puisqu'elle n'est pas dans le même sens de chaque côté du devant et du dos, mais vous le voyez, le point est assez simple et il donne super bien, il donne vraiment juste le volume qu'il faut. Après, ben voilà, raglan classique. On continue à augmenter tous les X rangs le long de l'encolure pour avoir de plus en plus de mailles sur le devant, en plus des mailles d'augmentation du raglan, et puis arrivé à un certain nombre de mailles, on met les manches en attente et on continue le corps. Normalement, elle dit tous les X centimètres, on change de laine pour faire les rayures, ce qui n'est pas mon cas. Donc voilà, et puis après, ben, on continue le corps jusqu'à une certaine longueur, je ne sais plus laquelle. Moi, de toute manière, je vais aller au bout de ma laine. J'aime bien l'idée qu'il soit un peu long. Et alors, on fait ces manches qu'on termine par juste 3 petits rangs de côte. Voilà. L'échantillon, donc il est prévu en aiguille 3,75. Je n'ai pas la première page du patron, je ne sais pas où je l'ai mise. Donc il est prévu en aiguille 3,75 et un échantillon de mémoire de 24 mailles. La laine de la bien-aimée, la laine Allure, est très 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 fine. Et en 3,75 je trouvais ça, donc c'est des échauds de 400 mètres pour 100 grammes, mais la laine est vraiment très très fine. Et je trouvais ça vilain. Donc j'ai fait l'échantillon en 3,5 et je tombais sur un petit peu moins. Disons qu'il me fallait, je crois que j'étais à 25 mailles, 26 mailles, je ne sais plus. Vous savez, je suis pas la reine de l'échantillon, et alors de la règle de 3, n'en parlons pas. Je me suis dit, bah, du coup, comme je veux qu'il soit... donc c'est quoi? Normalement, il y a une aisance... j'ai pas la première page, c'est pas pratique, mais donc du coup, il doit être un peu plus large que votre tour de poitrine. Donc je suis partie sur la taille XL. Et en disant, ben voilà, il est un peu grand, et en plus, comme mon échantillon est un peu plus petit que ce qu'il doit être, je vais retomber sur mes pattes. Ce qui a l'air d'être le cas, en fait, donc je l'ai essayé au niveau de la largeur, finalement, la largeur qui compte, moi, dans mes yeux, c'est la largeur entre les deux épaules. Moi, dans mes yeux, dans ma tête, à mes yeux, ce qui compte comme information pour être bien dans un gilet, c'est qu'il tombe juste ici au niveau des épaules pour que je ne sois pas à l'étroit dans mes mouvements, surtout dans le cas d'un cardigan qui n'est pas prévu pour être fermé, boutonné, puisqu'on a ce grand col-châle. Donc du coup, ça tombe pile poil, donc je suis vraiment bien dedans quand je le passe. Mais alors, il y avait un autre truc qui m'inquiétait, c'est que du coup, je me retrouvais avec plus de 90 mailles sur les manches. Et je sais que moi, les manches qui me vont bien, c'est entre 70 et 80 mailles. En fonction de plus ou moins large. Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai ralenti mon raglan au niveau des manches. Au lieu d'augmenter les mailles un rang sur 2, j'augmentais un rang sur 4 à partir d'un certain moment. Et donc je me suis retrouvée avec 80 mailles, plus les mailles qu'on laisse ici en attente, enfin qu'on remonte pour que ce soit bien propre. Donc je crois que j'étais à 84 mailles au lieu des 90 et des qui sont préconisées par Marion. Et ça tombe, je suis vraiment super super contente parce que c'est vraiment des manches comme j'aime, c'est-à-dire qu'elles sont serrées sans être serrantes. Vous voyez, je suis bien dedans, ça fait pas de pli moche, mais donc si j'avais eu 10 mailles de plus, elles auraient été un peu pendantes comme ça, ce qui m'aurait moins plu. Mais je suis pas serrée, je suis pas à l'étroit, donc je peux mettre un chemisier en dessous. Et pareil, en fait, pour les diminutions, je crois que j'ai même pas regardé ce qui était préconisé. Je sais que terminer la manche entre 55 et 60 mailles, c'est ce qui me convient le mieux. Je ne voulais pas de manches étroites, donc les manches étroites, moi je tombe entre 50 et 55 mailles. Donc j'ai diminué
j'ai diminué mes manches jusqu'à 60 mailles, en diminuant tous les 8 rangs, voilà, le long de la maille centrale. Tout simplement. Et alors ce que j'ai fait, je fais toujours les 2 manches ensemble sur le même câble, en Magic Loop. Et j'ai fait ça jusqu'à la fin des diminutions. Et après, il restait encore une douzaine de centimètres pour avoir la longueur que je voulais avoir. Et là, j'ai passé chacune des manches sur les petites aiguilles 23 centimètres. Je n'arrive pas bien à faire les diminutions et tout ça. Mais j'avais envie de réessayer les aiguilles 23 centimètres. J'avais essayé une fois sur un pull. Et ce qui m'avait dérangé très très fort, c'est donc dans mon habitude de faire les 2 manches ensemble, je dois réfléchir 2 fois moins à quand ont lieu les diminutions dans le cas où on commence les manches par le haut. Donc, puisque quand j'ai fait les diminutions sur la première, je fais les diminutions en même temps sur la deuxième. Je ne dois pas réfléchir que je suis de nouveau 8 rangs plus loin et recompter. Non, c'est bon, c'est un rang de diminution. Et en général, ce que je fais, c'est que je mets un petite épingle de sûreté. J'ai la boîte juste ici. Voilà, j'ai ces petites épingles de sûreté comme ça, Merchant Mills, que j'avais acheté chez... je crois que j'avais acheté chez Cross & Noots ou chez Rosaria Pomar. Rosa Pomar, non, Rosaria Pomar, je ne sais plus lequel des deux. Donc, voilà, ces petites épingles de sûreté comme ceci. Et donc je mets à ma diminution, je mets ma petite épingle et donc je sais exactement approximer. Je sais que je suis au 7e ou au 8e rang dans ce cas-ci, ou au 10e en fonction du nombre de mailles avec lesquelles on commence et on veut finir. Oui, c'est ça. Et donc, je sais toujours, et donc je fais mes diminutions. Et donc, c'est pour ça que je crois que je n'avais pas aimé tricoter sur les 23 centimètres. C'est parce que j'avais l'impression qu'il fallait réfléchir 2 fois plus où on en était dans ces diminutions, puisqu'il fallait à chaque fois réfléchir enfin voilà, sur les 2 manches. Et en plus, ce qui m'ennuie, c'est que quand on tourne tout le temps en rond, quand c'est une chaussette, elle tourne avec. Mais quand il y a déjà tout un pull accroché, il faut tout le temps tourner son pull, retortillonner son pull. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Donc, au fur et à mesure, on tricote, il y a un tortillon qui se forme, forcément, puisqu'on tourne tout le temps dans le même sens. Puis à un moment, ça tourne plus, donc il faut tout détricoter. Et quand on est au début du pull, en fait, c'est tout le pull qui tourne. Voilà. Donc, du coup, ce que j'ai juste refait pour réessayer au niveau de la tenue en main, si ça me plaisait ou pas, les aiguilles, et si ma tension était belle et tout, les aiguilles 23 cm, d'ailleurs, on voit, ma tension est encore plus belle. Entre guillemets, mon tricot est plus régulier avec les aiguilles 23 cm. Mais je suis contente d'avoir commencé ça quand j'avais déjà 35 cm de manche dans un sens, parce que voilà, cette partie-là, moi, ça m'agace vraiment. Voilà, que ça fasse ça, et puis qu'après il faut reprendre tout le pull et tout retourner, ou bien retourner toute la manche, tous les 5 rangs ou tous les 6 rangs. Donc je reste pas complètement convaincue par la joie des aiguilles 23 cm. Oui, a priori dans le cadre d'une chaussette, mais il y a de nouveau ce problème de « Ah oui, mais je dois mesurer tout le temps pour savoir que je suis exactement à la même longueur que la chaussette précédente pour m'arrêter pour mon talon et tout ça. » Donc voilà, donc c'est pour ça que moi j'aime beaucoup les 2 manches ensemble sur Magic Loop, c'est le côté... réfléchir qu'une fois, quoi. On a assez de choses auxquelles penser, pourquoi en plus réfléchir, on doit mettre ces augmentations 2 fois quand on peut le faire qu'une. Donc voilà, donc mon premier projet en cours, qui va avancer maintenant, hein. Je n'ai plus qu'à aller tout droit en continuant. Et ce qui est chouette, c'est le fait d'avoir une très large bande, le nombre de mailles du corps n'est pas si énorme que ça, et du coup on arrive vite à l'endroit où on fait son point. Le point est très simple. Enfin voilà, c'est très très chouette. J'ai juste mon compte-rang parce que je sais que si je ne mets pas le dernier rang que j'ai tricoté et que je suis capable de plus toucher à mon tricot dans 15 jours, là je vais plus savoir où j'en étais. Donc je mets quand même, quand j'ai fini une session de tricot, je mets le dernier rang auquel je suis arrivée pour ne pas devoir chercher en analysant la dentelle ou le point texturé quand je le reprendrai. Deuxième projet en cours, c'est, vous le connaissez déjà, c'est le châle Kyler d'Isabelle Kramer. Je vous en montre une photo maintenant. Donc le châle Kyler de Isabelle Kramer, c'est le deuxième que je fais, donc je ne vais pas revenir 3 heures dessus. Le premier, je le porte tellement, je l'aime beaucoup, beaucoup que je le garde pour moi toute seule. Mais j'aime bien avoir l'idée de l'avoir sur mon stand. Ça vous permet de toucher la base Orion, de vous rendre compte de l'ampleur, de sa fluidité, de son toucher. Et comme le châle Kyler est vraiment un très 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 chouette modèle à mes yeux, mais j'en fais un deuxième qui sera modèle d'exposition. Le premier, celui que j'ai fait pour moi, je l'ai fait dans la laine Orion que j'avais teinte
dans un bain d'épuisement de curcuma, et là on est dans un bain d'épuisement de garance, parce que j'aime beaucoup cette couleur aussi, et au pire, le jour où j'en ai marre de l'avoir sur mon stand, je serais très contente de l'avoir pour moi aussi. Et donc j'ai fini le premier écheveau, alors voilà, je vais pas y passer 3 heures, donc on commence par la pointe, on a ce point de dentelle qui est très 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 simple, très facile à retenir. Au bout d'un certain temps, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai des fils partout. Au bout d'un certain temps, on commence à faire une bande en jersey au bout du truc. Donc cette bande de dentelle n'augmente plus. Je crois que voilà, j'ai changé d'écheveau ici. Donc là, ça c'est ce que j'ai fait avec le premier écheveau. Voilà, et donc il y en aura encore 1,5 à utiliser. Je crois que j'ai compté hier que je devais encore faire une bonne centaine de rangs ici, avant de faire la partie suivante qui est une partie côte, et puis de nouveau une section dentelle, et puis de nouveau une partie côte, pour faire vraiment ce grand châle très enveloppant que le châle Taylor que vous avez vu en photo. Je vais pas y passer des heures, c'est un modèle que, comme je l'ai déjà tricoté une fois, j'ai moins de plaisir, évidemment, il est moins fun à tricoter une deuxième fois parce qu'il est vraiment très simple, et que le gilet que je tricote est très simple, le fading point était très simple, et comme je vous dis, pour le moment, j'ai pas envie de tricoter en plus, donc ça n'arrange rien, mais voilà, il avance tout petit doucement. Vous le savez, j'ai encore 2 autres projets sur les aiguilles. J'ai un nouveau gilet Regan en Eden Cottage Yarn. Il a poussé de 10 cm. Je ne vais pas vous le montrer. Et alors, j'ai toujours le Midsummer Rose que je tricote en Twinkle, qui n'a pas bougé pour la simple raison que j'ai pas envie de réfléchir. Donc, comme il faut réfléchir, il n'avance pas. Mais en même temps, je suis super impatiente de le porter. C'est une espèce de gros dilemme. Je vois le sac à projet. Je suis, allez, fais un rang. Quoi. Si tu fais un rang par jour, tu as fini dans 400 jours. C'est bien. Tu pourras le mettre dans un an. Quoi. Bref, donc voilà. Donc c'est le tricot, voilà. Je vous ai dit, j'ai pas grand chose à vous montrer, je vais pas en parler longtemps et je crois que ça a quand même duré 25 minutes. On va passer à la section couture qui est un peu plus longue que d'habitude peut-être. Et voilà, surtout que ce sont des modèles que je n'ai pas toujours montrés. Donc voilà, ce n'est pas que des envols. La couture. Bon, je ne sais pas si je vais me changer à chaque fois, mais j'ai donc 5 blouses à vous montrer. La première, c'est une évidence. Je vous avais présenté l'épisode précédent, le tissu et les boutons qui m'ont servi à la faire. Et je l'ai faite pendant que le jour où j'ai enregistré l'épisode précédent, pendant que l'épisode chargeait. Je me rends compte. Je vous abandonne une minute. Voilà, j'avais oublié un truc. Donc voilà, donc c'est pas une grande surprise. Ceci est un tissu de Liz Taylor. J'ai oublié son nom. Le tissu. Voilà, ils sont faciles à trouver sur son site, Liz Taylor. Que j'ai acheté au Knit It. J'avais acheté juste de 2 mètres pour faire une blouse en vol. Voilà, j'ai même pas réfléchi plus loin. Donc j'hésitais un peu entre une jupe très vaporeuse ou une blouse en vol, mais je me suis dit une blouse en vol, j'en profiterais beaucoup plus. Surtout que des jupes légères et vaporeuses, j'en ai un paquet. Des blouses en vol aussi, vous allez dire. Mais j'en ai des manches courtes, des manches longues, des machins, et puis j'en avais pas avec ce tissu-là. Donc voilà, je vais me lever pour vous la montrer mieux. Voilà. Tada! La blouse en vol. Et alors, le petit plus qui fait vraiment souvenir du Knit It, ce sont les boutons Atelier Camelire, que je ne vais pas réussir à vous montrer. Voilà. Qui sont blancs avec le cœur qui est un peu rosé et les petits points dorés. Donc Atelier Camelire, qui était également présente au Knit It, qui font donc des boutons en porcelaine. Elle fait plein d'autres petites choses, des petits anneaux marqueurs, des choses comme ça. Mais moi, je voulais absolument m'offrir des petits boutons Atelier Camelire. Et donc, j'avais acheté ceux-ci exprès pour aller avec ce tissu. Et j'en ai acheté d'autres que vous avez peut-être déjà vu en début de podcast sur le chemisier que je portais juste avant. Je vais rien vous dire de plus, hein, donc blouse en vol, voilà, je vous en parle un épisode sur 2, c'est la 10e. Je fais la taille 44. Au début, je faisais la 46, puis en fait, je me rends compte que la 44 me va beaucoup mieux. Elle me tombe mieux au niveau des épaules et elle n'est pas beaucoup moins large. C'est ce que j'apprécie dans ce modèle. On me demande souvent quelle est sa particularité. Je vais le redire, souvent un chemisier, le col est... c'est plus simple, c'est que j'en prenne un. Si vous avez un col style col Mao, qui donc en fait
une base de pied de colle, hein, un col Mao, c'est le base de pied de colle, puis après normalement on vient se poser le col par-dessus. J'ai tous les exemples. Du coup je vous montre déjà toutes mes cousettes. Hein. Donc, col classique, on a un pied de colle qui est comme ceci, donc voilà, et qui vient tenir le col. Voilà. Et donc si on n'a que le pied de colle, on tombe dans le col Mao, qui est donc juste le col comme... Là j'ai deux chemisiers sur le même, là comme le chemisier que je portais juste avant. Oh, on veut montrer des trucs, mais on s'organise pas bien hein. Voilà, et donc qui est un col qui va être perpendiculaire aux épaules, qui vient se relever dans le cou, qui vient comme ceci. Et comme vous pouvez le voir, la blouse en vol, le col est plat, c'est vraiment une encolure qui vient finir le chemisier et se poser, on n'a rien qui remonte dans le cou. Voilà, et donc du coup ça fait une encolure qui est un peu plus large qu'un chemisier classique. Et alors là en plus, elle est coupée de manière, donc la patte de boutonnage est coupée de manière à s'évaser pour former un beau décolleté V qui ne soit toutefois pas indécent. Bon, moi j'ai besoin d'un petit chemisier en dessous, mais je pense pas que ce soit absolument nécessaire. Et puis après, ben, on a le col. Et ce col-ci, donc, est beaucoup plus long qu'un col Mao classique, puisque le col Mao classique, il va venir plutôt se mettre comme ceci. Voilà. Si c'était un col plus classique. Voilà, donc, ce qu'on me demande, quelle est la particularité de la blouse en vol? C'est donc ce col comme ceci. J'aime énormément porter la blouse en vol, vous le savez, puisque j'en ai déjà fait plein, comme ça, avec un long gilet, voilà, un Regan par exemple, voilà, un gilet un peu loose. Par contre, en dessous d'un pull, c'est vilain. Parce que, ben justement, on n'a pas de col. Et que sous un pull, c'est quand même plus joli, soit d'avoir rien du tout, soit d'avoir un col qui dépasse, mais pas d'avoir une partie de tissu qui dépasse à un endroit ou à un autre. Oui, j'ai mis un soutien noir, comme ça vous le savez. Donc voilà, donc la blouse en vol, le tissu de lit, je suis très contente d'avoir associé les deux, c'est vraiment mon projet souvenir. Je suis très contente d'avoir choisi d'y mettre des manches longues, parce que bon, la blouse en vol est faisable en manches courtes, mais tout chemisier est faisable en manches courtes ou en manches longues, hein, ici en fonction du tissu. On peut, donc par exemple, si j'avais voulu, s'il n'existait pas en manches longues, ben, j'aurais pris l'emmanchure de celui-ci et je l'aurais allongé en fonction, mais en plus ici c'est vraiment des manches longues sans fente de boutonnage, sans fente, sans fente, tout court, voilà. Et donc c'est des manches toutes simples. On vient juste replier un bout de tissu au bout, c'est vraiment pas très compliqué. Le défaut, c'est qu'on ne sait pas les remonter. Voilà, moi je sais pas les remonter plus haut que ça. Mais voilà, à chaque fois je me dis, bah, la prochaine je fais avec un poignet plus classique, avec un bouton et une patte indéchirable. Mais à chaque fois j'ai la flemme parce qu'il faut faire la pâte indéchirable et puis que souvent je les fais en viscose et que la viscose ça gigote et qu'une pâte indéchirable de 1,5 cm sur de la viscose ça risque de m'agacer. Donc voilà, mais je suis très contente, je la porte énormément, je crois que j'ai déjà lavé 7 ou 8 fois depuis le dernier épisode pour la simple raison que je la mets tout le temps. Elle me convient parfaitement pour la saison qu'il fait. Je suis, voilà. Finalement, je suis peut-être contente qu'il fasse pas si chaud que ça, je peux mettre ma blouse en vol à fond. Donc voilà. Deuxième, je me change pour vous montrer la suivante. Donc je vous la montre sur cintre et puis je me changerai. Alors, le deuxième chemisier que j'ai fait, je vous les montre dans l'ordre, hein, tant qu'à faire, vient d'un magazine Burda. Je suis revenue à mes premières amours. C'était le Burda d'avril. Voilà. 2019, que j'ai acheté exprès pour ce chemisier-là. Et j'ai pas noté la page, mais j'ai de la chance comme c'est la seule que j'ai ouverte. Page 14. Voilà le chemisier de devant, qui est un chemisier évasé col Mao, classique, avec deux petites pinces au devant et avec un pli génial dans le dos. Et j'ai vraiment eu un coup de cœur pour ce pli dans le dos, et normalement il y a une autre version un peu plus loin dans le magazine. Elle est où la madame avec le chien? Ah ben on ne voit pas le pli. Oui. Une autre version dans un tissu. Je suis jalouse. N'importe quoi. J'aime beaucoup cette version-là aussi, qui est dans un tissu plus fluide. Et en fait, je voulais un chemisier très classique, très simple. Et j'ai trouvé mon bonheur en tissu sur le site belge Tissu Story.
Tissu Stories. Voilà, qui est un site belge. Elle est dans le Brabant wallon, donc la même province que moi. Et elle a sa boutique en ligne de tissus avec des très jolies choses. Et j'y ai trouvé ce plumetis gris clair, chambray. Je dis pas de bêtises. Plus petit avec blanc. Voilà. En fait, j'avais un chemisier blanc qui était d'un ancien modèle Burda que j'ai blanc. Gris clair, en chambray, et je l'ai tellement mis qu'il est complètement élimé, et donc voilà, ça me manque, je sais pas pourquoi de temps en temps, j'ai juste envie de pouvoir mettre genre un chemisier jeans gris, chemisier gris, et d'avoir un pull bien punchy par-dessus, et voilà, d'avoir l'impression d'être sobre sans l'être. Et donc du coup, quand j'ai vu ce modèle-là, je me suis dit, ah ben voilà, je vais pas refaire le chemisier que j'avais déjà, je vais faire un nouveau chemisier, je vais faire celui-là. Et donc j'ai cherché du tissu gris. J'ai trouvé ceci sur ce site, et j'ai fait le chemisier dès que j'ai reçu le tissu. Je crois que le lendemain, le tissu était coupé. Le patron était déjà coupé. Le lendemain, le tissu était coupé. Je n'ai fait aucune modification. Ça taillait jusqu'au 44. J'ai fait le 44 en me disant ça va être peut-être un peu étroit au niveau de la poitrine, mais c'est un chemisier large, ample, donc normalement il n'y a pas de souci. Je n'ai pas descendu les pinces de poitrine. Ce que j'aurais peut-être dû faire de 3-4 cm, pas autant que d'habitude. Voilà. Et donc pour le reste, j'ai fait exactement comme il est indiqué dans le Burda, et il est parfait pour moi, mais vraiment parfait. Et alors je vous montre le pli. Ah oui, et alors normalement il n'a pas de col. Le chemisier n'a pas de col, le chemisier est en col Mao. Et par contre, justement, comme je le voulais, qu'il fasse de face bête chemisier gris à petits pois blancs super classique, je lui ai rajouté un col. Pour le col, j'ai bêtement pris le col de chemise de la chemise que je fais tout le temps pour mon homme. Les pieds de col correspondaient au niveau de la longueur, et donc du coup j'ai pris la chemise, le pied de col de la chemise que je fais tout le temps pour mon chéri, qui est aussi un chemisier Burda. Et je n'ai thermocollé ni le pied de col ni le col, pour garder quand même un côté un peu mou. Voilà. Mon pli. Je sais pas ce que j'ai foutu quand je l'ai repassé, j'ai fait un faux pli ici. Je vais la repasser. Le tissu est bien, elle se met bien, je ne sais pas, voilà. Et donc vous avez l'énorme pli. Voilà, et alors là, la manche avec la patte indéchirable, et alors on a une fente de part et d'autre de la patte indéchirable. Voilà, et là pareil, je n'ai pas entoilé le poignet, et je n'ai pas entoilé la patte de boutonnage, ce qui pour ce tissu n'est absolument pas nécessaire, comme il est c'est vraiment une cotonnade un peu épaisse. Donc voilà, je suis super contente du résultat. Je vais vous l'enfiler, le temps de vous la montrer avant de passer en vous montrant la cousette suivante. Donc voilà, je l'ai enfilé. Je suis au fur et à mesure de l'épisode, déjà que je suis toujours coiffée comme un cloug, là ça va être de pire en pire. Je vais bientôt ressembler au balai de chiottes, mais c'est pas grave. Ce qui compte, c'est ce que je vous montre, pas ma tête. Alors j'ai eu un petit souci au niveau des épaules. Moi je trouve que ça se voit très fort. Mon homme il dit que ça se voit pas du tout. C'est que donc on vient renforcer l'épaule, et on vient faire des petits plis en surface de l'épaule pour que ça se mette bien dans la manchure. Et d'un côté j'avais trop de tissu, et de l'autre côté j'en avais pas, alors que j'avais les mêmes marges de couture des deux, du côté de chaque manche. Donc je ne comprends pas très bien. Voilà. Donc j'ai rajouté ce pli. Vous voyez, c'est avec un système de parmenture, mais qui est très courte, qui vient se fermer juste un peu plus bas que l'épaule. Je trouve ça très féminin en fait. Donc la couture d'épaule, l'épaule est un peu plus je raconte n'importe quoi. Non, c'est sur l'épaule. Je raconte n'importe quoi. Voilà, comme d'habitude. Il fallait bien un moment que je raconte quelque chose d'idiot. Vous avez peut-être remarqué qu'exceptionnellement, j'ai fait des pattes de boutonnage. Des boutonnières dans ma patte de boutonnage. C'est avec ma nouvelle technique. C'est ce que je fais ici. C'est que je pique les boutons à travers les deux épaisseurs de la patte de boutonnage. Donc, où sont les boutons? J'ai du mal. Donc voilà, donc vous avez les pattes de boutonnage sont normales, mais je ne fais plus les boutonnières. Je pique les boutons à travers les deux épaisseurs, sachant que de toute manière, c'est les chemisiers que j'enfile par le haut, et que je ne défais jamais ces boutons. Donc pourquoi m'embêter et risquer d'abîmer mon tissu en faisant des boutonnières? On passe quand même à ce qui vous intéresse, c'est-à-dire le pli dans mon dos.
Tada! Je sais pas ce que vous voyez, je sais même pas si je suis à la bonne hauteur. Je vais avancer un peu. Voilà. Et les pinces sont ici. Pour moi, elles auraient pu être 3 cm plus basses. Il est ample, il est large, il est très confortable. Je suis tout à fait à l'aise ici. Voilà, nickel, parfait. J'ai mon chemisier gris un peu classique que je n'ai pas encore porté parce que je n'ai plus... Voilà, ça me prend genre 2 fois par an hein, pour le moment d'avoir envie d'un chemisier gris un peu classique. Mais voilà, je l'ai, il est fait. Voilà. Et alors, ce qui est joli, c'est que forcément, comme le chambray est réversible, je vous remonte la bretelle de mon soutien-gorge. Voilà, c'est que même l'intérieur est joli, je trouve. Voilà, parce qu'il n'y a rien à faire, on ne sait pas y échapper. Hein. Personnellement, je trouve que la partie qu'on voit le plus d'un chemisier, c'est celle-ci. Donc c'est la partie dans laquelle il faut faire plus attention au niveau des finitions, parce que ça se voit très très fort. À la limite, bien finir son col ici n'a pas d'importance, c'est là qu'il faut qu'il soit nickel. Voilà. Donc ouais, je suis contente de mon chemisier. Je ne l'ai pas encore porté, mais bon voilà. Il est épais, il est chaud, hein, du chambray. C'est chaud, en tout cas celui-ci. Voilà, Burda. Ça fait du bien après coup du Burda. Vous allez, enfin voilà, je sais que quand j'ai mis sur Instagram, vous allez me prendre pour une folle, ça m'a fait du bien. Il y en a plein qui ont dit, ben oui, non, t'as raison. En fait, j'ai appris avec Burda, donc je trouve que avoir ça d'explication pour faire une chemisier, il faut pas plus, quoi. Alors oui, il faut savoir comment s'appelle chaque pièce, mais chaque pièce est décrite avant dans un petit croquis, donc on sait exactement. Et puis il y a des repères partout, on sait où va la fente, on sait de quel pli. Il y a le petit numéro 2 à poser sur le petit numéro 2, le petit numéro 5 à poser sur le numéro 5, et donc tout coule de source. Personnellement, j'ai pas besoin de plus, et je trouve que ça fait un bien fou de couper un vêtement et de pas devoir faire d'ajustement ni de devoir rien modifier parce que j'ai la bonne stature en fait. J'ai cette voilà, j'ai un physique d'allemande, quoi. C'est comme ça. Je suis grande, un peu ronde, un peu forte, et donc Burda me convient très très bien. Et je rentre dans du 44, ce qui est quand même très 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 encourageant, parce que tout le reste, je dois faire du 46, et souvent, c'est un peu juste. Donc voilà, et c'est un peu frustrant. Donc voilà. Donc pour moi, Burda fait du bien, et il n'y a rien à faire, j'y reviens toujours. Et tous les mois, quand je vois le nouveau magazine, ben, je le feuillette. Et de temps en temps, je l'achète. J'ai acheté celui de mois de mai aussi, et alors je ne sais plus pourquoi. Parce qu'il n'y a plus rien qui me fatigue. Il y a une très jolie robe. Mais dans ce Burda-ci, il y a une robe que j'adore. Mais pour le moment, j'ai pas envie de robe. Et je la trouve absolument canon. Donc c'est le Burda d'Avril. Je sais pas s'il y a encore moyen de le trouver. Voilà, les petits détails. Je la trouve absolument canon. Elle est d'une modernité et d'une simplicité vraiment très 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 chouette. Il y avait vraiment beaucoup de choses qui me plaisaient dans ce numéro. Ça ne me va pas, je suis pas très tunique. Mais cette grande tunique boutonnée dans le dos est très sympa aussi. Bon, là, bon, ça c'est canon aussi, hein, ça aide. De toute manière, souvent, il y a un chouette pantalon. Voilà le dessin. Tout simple, avec des chouettes détails sur les poches. Il y en a un autre plus sobre aussi, mais je me demande si celui-là, je ne vais pas le tenter. Un bête pantalon dans lequel on est bien. C'est surtout, je pense, à utiliser un vieux bout de coton que je n'utiliserai plus. Il n'y a pas de ceinture, mais il y a une fente zippée, mais quand je teins, là je suis tout le temps dans un vieux jeans machin et tout, quand il fera plus chaud ça va me saouler, et donc d'avoir un ou deux pantalons qui soient confortables et pratiques pour teindre, mais pas trop chaud. Et alors il y a cette veste boule que je trouve très très sympa. Enfin, je dis veste boule parce que je trouve que les manches font un peu boule et que le bas du dos, enfin bref, donc je trouvais que c'était un très chouette numéro avec pas mal de chouettes trucs. Donc voilà, bref, Burda, ça faisait du bien. Le truc suivant, donc je parlais de mes problèmes de taille. Ben là, je suis en plein dedans. Alors, la suivante, c'est la blouse mouchoir de Delphine et Morissette. Je vous montre le croquis. C'est un patron de Delphine et Morissette. Vous savez, j'ai déjà fait souvent et ben, la blouse pivoine que j'aime beaucoup parce que j'en aime la forme, j'aime le côté français, enfin voilà, genre, on en reparle juste après puisque les deux autres sont des blouses pivoine. Donc la blouse mouchoir, j'ai acheté le patron en même temps que la blouse pivoine, mais je n'arrivais pas à me décider à le faire. Et au Knit It, Gris Mouton avait une blouse mouchoir
Et donc je trouvais que ça lui allait vraiment bien, que c'était vraiment très très chouette, que c'est une coupe assez simple, mais qui a ce petit détail du col froncé qui est vraiment sympa. Et sur les photos que j'avais vues passer par-ci par-là, que ce soit sur Instagram ou sur le site, ou en tapant dans Google Images blouse mouchoir, j'étais pas toujours convaincue, de un, par le décolleté, de deux, par la sensation que sur le croquis, en fait, ce que je n'aime pas, comment expliquer, j'aime bien quand il y a une patte de boutonnage. Je trouve que ça finit mieux un chemisier, que ça le rend plus solide, et que personnellement, je trouve que ça le finit mieux. Et donc ici, on ne voit pas, comment expliquer, sur Burda, en fait, dans les croquis, quand il y a un endroit où il y a une couture, un surpiquage, le surpiquage est dessiné sur le croquis. Je ne sais pas si ça vous intéresse, hein. C'est mes élucubrations de teinturière, de couturière. Comment expliquer? Il faut que je trouve un bon exemple. Et alors vous allez voir que c'est même plus le cas. Ah non, c'est même plus le cas. Ah oui, ce que j'ai oublié de préciser pour mon chemisier, c'est que normalement c'est des boutons pression cachés. Mais que moi j'ai mis des boutons visibles. Ben non, parce qu'il n'y a aucune surpiqûre. Il faudrait que je retrouve un chemisier homme. Sur le chemisier que je fais tout le temps pour mon homme. La page toute jaune, c'est facile. Hop. Je sais pas si ça va se voir. Et en fait, là où il y a des surpiqûres, elles sont dessinées en pointillés sur le truc. Et donc on sait toujours, en fait, on sait toujours où on va et ce qu'on doit faire et ce que Burda veut qu'on fasse. Et donc moi, ce qui m'inquiétait, habitué à Burda, c'est quand je voyais le chemisier, donc le croquis ici, c'est que j'aime pas tellement quand c'est comme ça, que ça flotte. Ça veut dire qu'il y a une parmenture qui n'est pas tenue. Enfin bon, voilà. J'avais pas analysé comment c'était fait. Bref, je l'ai vu sur Gris-Mouton. Alors, je suis incapable de me souvenir si on voyait ou pas la pâte de boutonnage ou pas. Mais je l'ai trouvé beaucoup plus beau que ce que je voyais sur le croquis. Et puis, j'aime vraiment bien ce col. Et je trouvais que le décolleté tombait bien. Donc, voilà. Donc, je me suis dit, je me lance. Ça taille du 34 au 54. Je me suis dit, puisque je suis contente, ben même au niveau du tour de poitrine, ça correspond. J'ai fait le 46. Sachant que la pivoine, je dois l'allonger de 5 cm pour qu'elle soit courte sur moi. Donc en général, j'allonge de 10 cm. Je l'ai allongée de 5 cm ou 7,5, je ne sais plus exactement ce que j'ai fait. Et j'ai coupé dans un coupon de broderie anglaise que j'avais dans mon stock. Vous savez, je suis une accro à la broderie anglaise, donc j'en ai quelques mètres, voilà. Si ça tombe, celle-là, je l'ai déjà utilisée pour 2 autres trucs parce que j'en avais 2 fois 3 mètres. Bon, bref. Mais donc voilà ma blouse mouchoir. Normalement, on peut mettre un passepoil ici le long et un passepoil ici le long. Non, voilà. Non, ici le long. Voilà, ici le long. Et alors, ben, j'ai trouvé... donc mon col est un peu trop long, je ne sais pas si vous le voyez, normalement le col doit faire genre 2 cm, le mien il en fait 4, il n'y a rien à faire, moi les marges de couture comprises, j'ai du mal aussi, c'est vraiment, je suis une vieille qui veut, le changement moi j'aime pas, tout ce qui change, mes petites habitudes, ça va pas, mais je sais que j'ai eu les mêmes soucis au début avec la blouse en vol, la première blouse en vol que j'ai faite, il y avait plein de trucs qui n'allaient pas du tout, parce que moi je couds à ras de mon pied presseur, et donc c'est 6-7 mm. Et donc en général, quand je coupe mes marges, donc quand je coupe un vêtement Burda qui est marge de couture non comprise, ben je coupe à 6-7 mm de mon papier. Et tandis que ben, forcément ça, il faut... il y a 1 cm de marge qui est comprise, et donc c'est plus large. Et donc il y a plein de choses qui tombent pas tout à fait juste parce que c'est plus large. Et puis tout à coup, je m'en souviens, et là je me mets un peu plus, je me décale un peu, et puis du coup ça c'est trop large. Enfin bon bref, c'est une question de... Voilà, j'ai vu mon âge avancé, il faut pas trop me déranger, me perturber. Donc voilà. Donc, alors, Delphine Morissette, la blouse pivoine, vous savez que j'ai grandement rouspété sur le fait qu'il faille imprimer 42 pages 42 pages à 3 à 4, tout assemblé, et puis qu'il faut quand même tout découper, tout décalquer et tout découper, puisque les pièces sont superposées. Ici, c'est rebelote.
il n'y a pas sur le patron, sur la planche patron, d'instructions pour dire quelle taille est quoi. Il faut leur trouver l'information sur les feuilles. Il n'y a pas un seul endroit où il y a un petit cadre en disant voilà, ça c'est tel trait ou telle couleur correspond à telle taille. Donc, voilà, donc j'ai assemblé mon PDF, j'ai décalqué toutes les pièces de mon PDF en 46 et puis j'ai coupé mon tissu en 46 et j'ai assemblé et donc voilà, et je suis extrêmement surprise, positivement surprise par l'ingéniosité. J'ai toujours pas été voir si c'était comme ça que ça devait être ou pas, mais de comment la parmenture du col et du dos et la parmenture du devant devient col et patte de boutonnage. Je trouve ça très très bien foutu. Alors moi j'ai pas réussi à avoir, ici c'est un peu plus large, parce que j'ai pas réussi à plier autant, mais voilà, je suis contente. J'ai pas mis les passepoils, hein, je trouvais que ça ne s'y prêtait pas. J'ai fait version manche courte, puisque broderie anglaise, voilà, que j'ai envie de la porter tout de suite quand il fera beau, et que j'ai déjà, je crois, 2 autres chemisiers en broderie anglaise en manche longue. Donc voilà, mais je vais vous l'enfiler pour vous la montrer, et du coup je passerai à la suivante. Voilà, mais j'ai l'impression que celle-ci elle tombe un peu en arrière, mais je crois que je suis assise dessus, ça m'attire vers l'arrière. Donc à tout de suite, je me change. Donc me voilà dans ma 4e tenue de l'épisode, avec ma blouse mouchoir de Delphine et Morissette. Voilà, 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 voilà. Donc ce que j'apprécie, c'est qu'elle soit un peu ample. J'aime vraiment beaucoup le col, je suis très contente. Alors j'hésite, puisque comme je l'ai fait un peu long, à venir le plaquer. Je sais pas très bien, en espèce de corolle, ou à le laisser vivre sa vie. Là pareil, j'ai triché, j'ai pas fait de boutonnière, j'ai juste directement cousu mes boutons. Voilà, les manches, j'ai fait des manches courtes, et alors j'ai un énorme problème, je ne sais pas bouger mes bras. Voilà, c'est beaucoup trop étroit, je suis super mal à l'aise dedans, c'est beaucoup trop serré, tant au niveau de... Voilà, alors soit j'ai le bras trop gros, mais enfin voilà, du 46 quoi, faut arrêter de déconner, et je comprends, ou alors voilà, c'est quand même, je teins trop de laine, et donc je commence à avoir des bras de nageuse est-allemande, mais je suis un peu à l'étroit ici au niveau du dos, hein, et alors je suis dans les bras, ça va pas du tout. Donc je sais pas du tout, je suis un peu déconfite, un peu déçue. Ouais, j'ai pas envie de couper complètement les manches, parce que je crois que ça serait moche, le col à froufrou et pas de manches, et d'avoir un chemisier, puis j'aime pas du tout quand il n'y a pas de manches. Je ne sais pas, j'ai encore du tissu. Faudrait que je réanalyse la situation, voir si je peux pas creuser un peu plus bas l'emmanchure. Ah, j'ai oublié de couper un fil. Creuser l'emmanchure un peu plus bas, et prendre les manches de la taille au-dessus. Oui. Je sais pas, c'est bizarre. Donc en fait, je sais pas lever les bras plus haut que ça, et si je fais ça, ça va faire un grand crack, quoi. Mais vraiment ici. Donc je ne sais pas. Si vous l'avez fait, vous, dites-moi si les bras vous semblent normaux, ou si c'est moi qui suis mal foutu. Mais ça se voit en fait, hein, que c'est vraiment super étroit. Donc j'ose pas imaginer si j'avais fait les bras normaux, qui en plus, vu la prévue stature 1m60, me serait arrivé là, et en fait j'aurais même pas réussi à rentrer dans mon chemisier, tout mon corps de grosse dondon, donc je sais pas. Mais enfin voilà, j'adore ça, je suis contente. Je vais réfléchir, ou bien je la mets de temps en temps, et puis ça fera crack, et puis on rira beaucoup, et puis voilà. Hein, c'est fait pour vivre dedans, hein, les vêtements. Donc, voilà. Vêtements suivants, 2 blouses je m'y plaire moi, pivoine de Delphine et Morissette, que j'ai aussi déjà faite au moins 5 fois. La première m'a servi d'essai, parce que je voulais faire 2 modifications par rapport au patron, avant de faire celle en écoprine que je vous ai montré en début d'épisode. Je l'ai fait. La broderie anglaise et les plumes petits, hein, et les petites fleurs, complètement obsessionnelles. Voilà. J'ai ce voile de coton rose pâle avec des petits plumes petits blancs. Je pense, si je ne dis pas des bêtises, qu'il vient de Suite Mercerie de l'été passé, mais je n'ai pas promis juré. Et en même temps, j'en avais pile 3 mètres, donc c'est peut-être les coupons de Saint-Pierre. Ou pas, puisqu'il n'y avait pas le petit agrafe dedans avec ce que c'était. Je ne sais plus. Bref, j'avais 3 mètres de ceci. Donc, je voulais faire un chemisier tout léger, tout fin, pour quand il fera très très beau, très très chaud, un jour peut-être. Mais pour changer du col de... Voilà. Et donc, il n'y a rien à faire.
J'ai regardé d'autres patrons, j'ai réfléchi, machin et tout, et à chaque fois je revenais sur l'idée de je veux un truc avec des manches très très courtes, des fronts sur le devant et un col Mao. J'ai dit mais en fait t'es con, Nat, t'as la pivoine quoi, tu fais la pivoine sans col et sans manches. Parce que normalement la pivoine, vous voyez, donc c'est froncé, c'est très très évasé, et alors normalement on vient rajouter 2 grands rectangles qui forment des manches, et qui du coup les manches tombent à peu près jusqu'ici. Voilà, et qui sont juste 2 grands rectangles, et alors il y a un col, mais tu mets juste le pied de colle et tu mets pas le col. Donc voilà, donc c'est ce que j'ai fait. Pour modifier mon côté, donc normalement la pivoine ça tire tout droit. Je vais retirer du cintre pour vous montrer. Voilà. Donc vous voyez ici, donc normalement il n'y a pas vraiment d'emmanchure, c'est juste qu'il y a un trou dans la couture latérale qui vient qu'on vient boucher avec la manche, mais c'est tout droit. Et ce que j'ai fait moi, c'est que j'ai élargi au niveau de l'emmanchure, j'ai rajouté 3 cm de largeur au niveau de l'épaule, ici. Ce que j'ai fait ici avec le haut, et je suis venue au trait qui marque le bas de l'emmanchure, je suis venue faire un arrondi. Voilà. Donc ça c'est mon côté. Je suis venue faire un arrondi comme ceci, et donc ça dépassait de 3 cm. J'ai juste surjeté le bord de mon tissu et je l'ai replié sur 1 cm. Voilà, pour que ce soit tout propre. J'aurais peut-être pu faire rajouter 1 cm de plus et faire un double rentré, mais comme le tissu est très très fin, j'avais peur que ça n'alourdisse au niveau de l'emmanchure et que ce soit vilain et que ça fasse de vilains plis. Je n'ai pas entoilé le col, ce que j'aurais peut-être dû faire vu la finesse du tissu. Et donc du coup, ce que j'ai fait pour que le tissu soit un peu plus rigide, c'est que j'ai fait je suis passée plein de fois avec mon pied. Voilà, j'ai cousu, donc j'ai fait le tour du col, et puis je l'ai refait une 2e fois à l'intérieur, et puis encore une 3e fois pour venir épaissir mon tissu. Je trouve que c'est sympa, ça rajoute un petit détail, et comme c'est bien parallèle, c'est pas choquant. Donc voilà, pour le reste rien de spécial, c'est une blouse pivoine. Maintenant que le patron est coupé et que je sais comment je dois faire, dans quel ordre je dois faire, voilà. Mais c'est un chemisier très très simple, hein. Il n'y a pas de parmenture à l'intérieur, donc toutes les finitions sont visibles. Donc il vaut mieux avoir une surjeteuse pour le faire, celui-ci, ou bien surpiquer ses pièces, quoi. Donc voilà. Et donc en fait et je l'ai allongé de pas loin de 10 cm par rapport au modèle original. Je vais pas l'enfiler parce que vous m'avez vu tous les débuts de l'épisode avec exactement le même chemisier. Donc il me restait de tous mes tissus éco-printés l'été passé un coupon de lin très très fin, et j'arrivais pas à me décider ce que je voulais en faire. Je me suis dit, comme j'ai déjà fait un chemisier mou pivoine avec un coupon de tissu éco-print, je pense que je l'avais ici en plus. Ah oui, non, je l'ai posé là-bas. Justement, je l'avais ramené ici pour savoir où tombaient bien les boutons, pour ne pas devoir remesurer, parce que les boutons ne sont pas indiqués sur le patron, donc de mémoire, hein, ne sont pas indiqués sur le patron. Et donc, du coup, en fait, je prends le chemisier précédent et je remets les boutons. Donc, du coup, j'hésitais à faire une jupe, mais j'avais pile 1 mètre, et donc je me suis dit que ça allait être une jupe évasée, mais pas assez, puisqu'en fait, c'était 1 mètre sur 1,40 m de tissu. Donc, par rapport à mes hanches qui font quand même 1,5 m, 1,10 m, je n'avais que 30 cm de fronce en plus. Ça n'allait pas valoir la peine de faire je voulais vraiment juste faire le rectangle, taille élastiquée, ou limite un peu trapèze, mais donc j'avais pas de quoi faire un trapèze. J'avais pas envie de venir mettre un zip dedans, c'est un lin très fin, et d'expérience, quand on vient mettre un zip dans un lin très fin, il y a un moment ça s'effiloche. Donc voilà, donc finalement je suis restée sur, je vais refaire le même chemisier pivoine qui, sans les manches, sans le col, rentre tout juste dans 1 mètre de tissu, et sans la patte de boutonnage. Et la patte de boutonnage, je l'ai coupée dans un autre bout de tissu éco-print. Donc voilà. Et alors, je l'ai terminé avec les petits boutons, les autres boutons Atelier Camelire, qui ceux-ci sont avec des petits dessins de feuilles et de feuilles, obligés, hein, puisque donc sur mon éco-print, c'est un éco-print qui est plus subtil que ceux que vous avez déjà vus, mais j'adore. Donc le tissu est kaki à la base, voilà. Donc en fait, dans le dos, j'ai fait attention à la manière dont j'ai coupé mon coupon. Dans le dos, j'ai 2 grandes feuilles de sumac de Virginie, qui se font le miroir de chaque côté dans le dos. J'en ai une grande
qui vient ici. Alors c'est bien, justement, donc on rouspète souvent qu'il y a trop de contraste à l'écran, mais là du coup vous le voyez. Et alors sur le devant, j'ai l'autre face des feuilles de sumac de Virginie. Et donc chaque face donne un effet différent. Donc c'est plus discret, c'est plus subtil. Alors, est-ce qu'on va les voir? J'ai de temps en temps d'autres feuilles. Je pense qu'ici, de mémoire, c'est de la vigne vierge. Ici, on en devine certaines parties, mais il faut vraiment avoir le nez dessus. Et alors, il y a plein d'endroits où il y a des trios ou quatuors de taches jaunes. Et ça, ce sont des boutons de fleurs de fantaisie, de Tanésie, dont j'avais parsemé le tissu. Donc, voilà. Et donc tout ça, c'est un lin qui est kaki à la base, que j'étais venue faire en éco-print. Et alors, il y a juste, donc j'avais pas assez de quoi faire la pâte de boutonnage, mais j'avais ce tissu, ce reste de coton gris, qui d'ailleurs m'a servi à faire les manches et la pâte de boutonnage de l'autre chemisier pivoine en éco-print aussi. Et je pense que ça ne choque pas du tout, parce que cette couleur gris-violet se retrouve ailleurs dans le tissu. Donc voilà, je suis super contente de m'être enfin décidé à couper dans ce tissu. C'est mon nouveau chemisier préféré du monde de l'univers. Donc voilà. C'est tout simplement la fille qui reste en contemplation devant son chemisier. Donc voilà, mais j'espère que cette partie couture vous a plu. Ça fait beaucoup de chemisiers pour changer. Je crois que je vais un peu aller au ralenti. J'ai une jupe qui est déjà coupée, donc dans le même truc, sauf que c'est très transparent, donc il faut que je la double. Donc je suis en train de réfléchir si je vais pas faire une face tissu rose et une face broderie anglaise très légère, et d'avoir une jupe qui est 100% réversible. Donc je suis en train de réfléchir à comment je peux faire pour qu'il n'y ait pas trop de matière au niveau de mes hanches, parce que venir froncer 2 épaisseurs de tissu au niveau de mes hanches, ça va vraiment faire pouf, et ça ne va pas être très joli sur moi. C'est ce que j'ai prévu de faire. Donc c'est une ceinture très large, parce que ça me va mieux, qui fasse vraiment du haut de mes hanches au bas de mes hanches, et puis commencer les fronces. Mais du coup, si j'ai une double épaisseur de fronce à cet endroit-là, ça va peut-être être de trop. Donc il faut peut-être que je fasse les fronces que sur le milieu du devant et le milieu du dos. Que je réfléchis encore si je fais avec un élastique ou je fais avec un zip. Mais c'est en train de se mettre en place. Donc voilà. Donc bientôt une jupe. Et alors, vous ne le voyez pas. Donc là, j'ai acheté des nouveaux tissus, dont la superbe double gaze à pois doré d'Atelier Brunette. Et j'ai très envie de faire la jupe... le trou de mémoire, Java de Papillon et Mandarine, qui est aussi une longue jupe très fluide avec un très joli triangle sur le devant. Mais je suis en train de me demander si j'ai pas exactement le même modèle dans un burda ou le même principe, ou si d'ailleurs en fait j'ai moi-même déjà fait une jupe qui a un triangle comme ça sur le devant. Donc est-ce que j'ai besoin d'acheter le patron qui coûte quand même 15 € en version papier plus frais de port, j'en étais à 22-23 €, ou que je dois imprimer, mais alors pour imprimer juste les rectangles d'une jupe, parce que si je vois bien en fait, donc la ceinture fait comme ceci, voilà, et alors en fait le tissu n'est pas plus long sur le côté de la jupe, parce que sur la version courte, le bord du tissu a l'air de remonter. Enfin, bref, c'est un grand dilemme dans ma tête. Est-ce que je ne suis pas juste capable de faire cette jupe sans avoir le patron, mais reprendre cette idée, et en fait, comme je l'ai déjà fait, pourquoi pas me baser sur ce que j'ai déjà fait, sauf que moi, il y a une couture au milieu et que c'est moins élégant. Voilà, bref, donc je vais peut-être encore me faire 2 jupes et peut-être mettre ma garde-robe égoïste en pause en attendant de voir ce qu'il y a. Et voilà, et peut-être 1 ou 2 pantalons légers, mais vraiment pantalons de travail, donc pas spécialement dans un beau tissu, juste avoir du confort et pratique, quoi. Donc voilà, on va passer à la partie teinture. Voilà, on passe à la partie teinture. Voilà donc pour la teinture, j'ai fait une petite pause, je me suis rechangée, j'ai mangé un bout, j'ai bu un petit thé, j'ai renversé ma tasse de thé partout, sur ma machine à coudre et tout, c'est très chouette, je suis très fière de moi. Enfin voilà, donc mais bon, on va se retrouver maintenant pour parler teinture, pour ceux et celles qui sont restés jusqu'ici. Je vais pas vous montrer tout ce que j'ai teint récemment, mais je suis revenue à des bons vieux basiques et des choses que vous pouvez faire vous-même. Donc j'en ai beaucoup parlé sur Instagram, donc si vous me suivez sur Instagram, vous l'avez déjà vu, mais je sais que vous ne me suivez pas tous et toutes sur Instagram, donc je me suis dit que j'allais partager ça aussi avec ceux qui ne sont là que sur YouTube. Et donc je vais faire dans l'ordre dans lequel j'ai procédé, et je suis revenue à mes premières amours, les pelures d'oignons. Donc chaque fois que je vais au supermarché ou chez le légumier, je prends toutes les peluches d'oignons que je peux trouver qui traînent dans les paquets ou dans les bacs, et je récolte aussi tous mes pelures d'oignons. Mon frère les rassemble aussi, mes parents aussi, donc voilà.
Mais pour pouvoir teindre 1 kilo de laine, il faut beaucoup d'épluchures d'oignons. Et donc la dernière fois que j'avais teint avec des oignons, je crois que c'était il y a 8 mois, 9 mois. Oui, ça devait être au mois d'août l'an dernier, quand mon beau-fils travaillait dans un restaurant et qu'il avait fait les yeux doux au chef de cuisine pour me ramener des épluchures d'oignons. Donc voilà, donc ça faisait un moment. Et ce que j'aime avec les oignons, c'est qu'en général, le résultat est différent d'une fois à l'autre. Le résultat est différent qu'on mordance ou qu'on mordance pas. A priori, l'oignon est très tannique, donc n'a pas besoin d'être mordancé. Ça fonctionne tout seul et c'est pour ça que je dis que c'est quelque chose que vous pouvez faire à la maison parce qu'en plus, c'est absolument pas toxique. Et donc, vous pouvez le faire dans votre casserole de cuisine habituelle sans souci. Donc voilà, donc j'avais récolté, donc mes casseroles sont des casseroles de 15 litres, donc ils font 30 et des centimètres de diamètre sur une quarantaine de centimètres de haut. Et donc ma casserole était pleine à ras-bord d'épluchures d'oignons. J'ai pas pesé. Vous savez que quand je fais ce genre de choses, voilà, pour la Garance, je suis très précise. Bois de Campèche, Cochenille, c'est vraiment presque au 5 grammes près, au gramme près dans certains cas. Mais là, les épluchures d'oignons, j'y vais, bah voilà, je tasse bien dans ma casserole. J'ai couvert d'eau tiède et j'ai mis à tremper pendant 2 jours, histoire que les épluchures d'oignons se ramollissent bien, qu'elles soient plus faciles à cuire. Et donc je les ai cuites, je les ai portées à ébullition et j'ai laissé bouillonner pendant 1 heure et demie. Mais en fait déjà, rien qu'à tremper, l'eau était déjà bien brunâtre, rousse comme ça. Et après cuisson, c'était encore plus. Et donc j'ai vraiment attendu que mes épluchures d'oignons soient cuites, qu'elles soient toutes ramollies, toutes molles. Donc ça c'est le 3e jour. Le 4e jour, une fois que c'était froid, j'ai tout filtré à travers une passoire. Idéalement, il faudrait refiltrer après à travers un linge mousseline, étamine, voilà, style linge à confiture. J'avoue que je ne l'ai pas fait. Puisque comme je rebobine de toute manière toutes mes laines, l'éventuelle poussière qui pourrait rester part quand je rebobine. Et donc j'ai fait un bain de 10 écheveaux de Twinkle dans... Oh, c'est sniff alors, c'est tout tristounet. C'est tout tristounet, c'est une feuille de papier. Bon, il y a des trucs écrits dessus. Voilà. Bon. Voilà. On est plus juste. Donc c'est un très joli blond doré, champ de blé. Pelure d'oignon en fait, hein, c'est vraiment très chouette. Alors il y a des endroits où j'ai laissé surcuire, c'est-à-dire que la couleur a plus pris, où c'est un peu plus roux. Manifestement je ne vais pas réussir à vous montrer les nuances, parce que c'est beaucoup trop bleuté. Mais voilà, moi j'aime toujours bien. Je crois qu'il faudrait le double ou le triple pour arriver à avoir un bon brun caramel. Il faudrait que je mette la moitié de laine en... Ben là on est dans la bonne couleur en fait. Il faudrait que je mette la moitié de laine dans la casserole pour avoir une couleur plus foncée. Mais moi j'aime vraiment bien ce résultat là, je trouve ça très chouette, très chaud, très sympa. Voilà, je suis très contente. Ça sent plus. On m'a posé la question sur Instagram, mais ta laine doit puer l'oignon. La laine, il faut vous rendre compte, c'est une matière qui respire et qui isole. Donc en fait, la laine n'a pas besoin d'être lavée à tout bout de champ. Si une laine attrape une odeur, elle va s'en débarrasser, il suffit de la ventiler. Donc mes écheveaux teints à l'oignon, je les ai laissés une journée complète. Donc je les ai lavés, comme je fais classiquement, un premier bain de lavage avec une lessive écologique pour la laine, puis je rince, et puis après je fais tremper 1 demi-heure avec de l'eau calant, le tout à 30-35 degrés, donc vraiment juste comme l'eau du bain. Et donc déjà, le calant, c'était le calant à l'eucalyptus que j'avais utilisé, a couvert l'odeur d'oignon, ça sentait encore un peu, et je les ai mis à sécher dehors 2-3 jours avec du vent, et donc la laine ne sent plus du tout l'oignon. Il n'y a vraiment aucun problème. La laine se débarrasse des odeurs. Si vous portez un gilet en laine que vous allez manger dans une friterie, que vous ressortez de là en puant la frite, ou vous allez manger une fondue bourguignonne ou quoi avec votre vêtement, tout ce qui est coton, viscose, les matières synthétiques d'autant plus vont garder la laine. Votre vêtement, vous regardez l'odeur. Votre vêtement en laine, si vous le mettez à ventiler en extérieur, en les 2 jours, il n'y a plus l'odeur, elle a disparu parce que ça s'auto-ventile et que ça respire. Donc voilà, donc c'est ma première expérience. Ce que j'ai fait, il me restait encore de quoi remplir quasi toute ma casserole avec des pelures d'oignons. Donc j'ai remis mes pelures d'oignons qui étaient déjà cuites une première fois. J'ai
compléter, mais donc du coup, une fois que c'était cuit, que c'était déjà bien pressé, parce que donc quand je les passe à travers la passoire, je les presse très très fort par petites quantités pour en extraire un maximum d'eau. Et donc j'ai remis ça, mais donc ça n'utilisait plus que ça de la casserole. J'ai recomplété la casserole presque à ras de pelure d'oignon. J'ai refait tremper 2 jours. J'ai recuit de nouveau, j'ai refiltré, et alors là j'ai plongé 10 écheveaux de Supernova, donc 100% mérinos, et j'ai eu, donc je vais mettre directement au bon endroit pour avoir la bonne couleur, qui est donc ceci, et alors j'ai fait exprès de moins mélanger pour avoir des écheveaux qui soient un peu plus nuancés, voilà, qui soient plus vibrants, plus nuancés. Il y a des endroits qui sont plus rousses, il y a des endroits qui sont plus beiges, mais je trouve vraiment, mais là vous avez exactement la bonne couleur. C'est inexplicable, c'est couleur oignon en fait, parce que ce n'est pas jaune, c'est pas orange, c'est pas entre les deux, mais c'est pas du beige non plus, donc voilà. Donc ça c'est mes résultats à l'oignon, et donc faites-le à la maison. Je pense que c'est la fin de mon 2e épisode de podcast, mais en fait je devrais peut-être refaire une petite vidéo, ou extraire la vidéo, maintenant que j'ai un ordinateur un peu convenable, je peux faire des montages plus compliqués que ce que je faisais au tout début de mon podcast, où je parlais pendant 1h30, et puis pouf, je balançais ça sur YouTube. Maintenant j'essaye vraiment de construire plus au fur et à mesure, même si ça reste très amateur, même si je regarde toujours pas vers vous, puisque je regarde pas vers la cellule, mais je regarde vers l'écran. J'essaye d'un tout petit peu améliorer pour que ce soit un tout petit peu plus confortable pour vous. Mais donc, voilà. Donc si vous voulez expérimenter, voilà. Ça c'est sans sel d'aluminium, c'est juste de la laine et des pelures d'oignon. Et donc c'est tout à fait faisable dans une casserole de ménage. Ça peut être très amusant aussi à faire avec des enfants. Vous pouvez imaginer prendre un t-shirt blanc et le tortillonner un peu et le plonger dans l'oignon et le faire cuire. Donc en fait quand je fais la cuisson de la laine, je ne me remonte jamais jusqu'au bouillon, pour la simple raison que souvent au-dessus d'une certaine température, quand on arrive au-dessus de 85-90 degrés, la couleur va ternir. Donc j'essaye de ne jamais dépasser cette température-là, parce que la couleur va varier et va ternir, et donc pour qu'elle reste bien lumineuse, je ne remonte pas jusqu'au bouillon pour quand la laine est dedans. Donc voilà, donc première expérience, la teinture aux pelures d'oignon, qui est vraiment, moi j'adore. Hein. Bon, là on est vraiment en fait dans la feuille début d'automne, quand elle commence à changer de couleur, à blondir avant de passer au roux. On est vraiment dans ma gamme de couleurs que vous commencez à bien connaître. Hein. Donc voilà. Ensuite, j'ai fait de la teinture aux avocats. Donc la teinture à l'avocat est très 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 populaire sur les réseaux sociaux, parce que une des papesses de la teinture naturelle, Rebecca Desnos, en parle énormément. Au moins une fois par semaine, elle montre une publication sur Instagram de quelque chose qu'elle a teint à l'avocat. C'est une teinture qui est très très facile à réaliser. Il faut avoir des peaux d'avocat ou des noyaux d'avocat. Et pareil, il ne faut pas mordancer. Moi, j'ai plusieurs ennuis par rapport à ça. Si vous le suivez sur Instagram, vous le savez déjà, c'est que l'avocat n'est pas un fruit écologique du tout. C'est même une catastrophe au niveau de l'écologie. De un, ça ne pousse pas par chez nous. Alors oui, il y en a dans le sud de l'Europe, tout le monde n'y a pas accès. La majorité des avocats viennent du Mexique ou du Chili, où là-bas, des zones de forêt entières sont dévastées pour pouvoir planter des arbres à avocats. Ces avocats sont cueillis verts, pas mûrs, sont importés par bateau par tonnes vers l'Europe, et puis là ils sont mis à mûrir dans des entrepôts avant de distribuer dans la grande distribution. Et donc ça, c'est des avocats que nous consommons. Alors l'avocat est réputé très 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 bon pour la santé au niveau alimentaire. Il faut quand même aussi se rendre compte qu'il y a un coût marketing derrière, il y a une action marketing derrière. Oui, l'avocat est très très bon, mais il ne fait pas partie de notre alimentation de base, nous, Européens. Ce n'est pas un fruit qui pousse naturellement chez nous, et donc on n'en a pas spécialement besoin pour bien vivre. C'est mon point de vue à moi. Alors je ne suis pas végane, je ne suis pas du tout intéressée par ça au niveau de l'alimentaire. Moi je fais attention à manger en circuit le plus court possible, le plus proche possible de ce qui existe chez moi. Et donc oui, en hiver, c'est du chou et des carottes et des panais. Voilà, c'est comme ça. Les fruits, pour le moment, on est à la fin des pommes, on commence à avoir certaines fraises. Et voilà. Mais l'avocat, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup en manger sous forme de guacamole. Donc je n'arrive pas à complètement me l'interdire. Donc j'en achète raisonnable, maximum 1 ou 2 par mois, pour faire une bonne bolée de guacamole pour manger quand je fais un plat mexicain ou quoi. On a notre petit guacamole d'accompagnement. Et donc, au fur et à mesure, je surgèle mes peaux et mes noyaux. Mais je ne vais pas me mettre à consommer de l'avocat à tout prix pour
pouvoir teindre avec. Et je n'utilise l'avocat que sans mordancer la laine, parce que je trouve que ça n'a aucun sens. Et quand on lit les recettes de Rebecca Desnos, ce qu'elle fait, c'est que donc elle crie sur tous les toits qu'elle n'utilise pas d'alun et pas de sel d'aluminium pour teindre sa laine, mais elle fait toutes ses décoctions et ses teintures dans des casseroles en aluminium qui vont rejeter un peu de l'aluminium dans la matière qu'elle teint. Donc il y a un peu moi je travaille dans l'inox. Donc voilà, donc je trouve qu'il y a une petite forme d'hypocrisie. Et alors elle mordance énormément avec les protéines végétales de soja. Et donc elle trempe tout dans du lait de soja. Et pareil, le soja n'est pas quelque chose qui pousse chez moi. Je ne trouve pas normal de surconsommer du soja OGM à 90% pour pouvoir mordancer sans sel d'aluminium. Donc voilà, donc c'est un peu mon... La différence entre ce qui est naturel et ce qui est écologique ne fonctionne pas toujours de la même... ne fonctionne pas toujours ensemble. Où Rebecca Desnos habite, j'imagine qu'il y a des avocats faciles à trouver et qu'il y a du soja facile à trouver. Sinon, je crois que son procédé n'a aucun sens. Et je ne peux pas dénigrer son travail. La communication qu'elle fait autour de la teinture naturelle a fait un énorme bien à la teinture naturelle parce que ça a intéressé et ça a donné envie à plein de gens de s'y mettre. Mais il faut quand même réfléchir d'où viennent les choses, comment on les utilise et pourquoi on les utilise. Et ça, je trouve très très important. Donc, voilà. J'ai fini mon côté maîtresse d'école, militante écologique. Ben voilà. De toute manière, comme je l'ai déjà dit, la teinture ne peut pas être écologique puisqu'on doit cuire. Donc on doit consommer de l'énergie et on doit consommer de l'eau. Alors oui, on peut consommer l'eau de son jardin, oui, on peut utiliser l'énergie du soleil, mais enfin, voilà, c'est la vraie teinture écologique, je vous l'ai déjà dit, c'est me prendre la laine de son mouton à soi ou de son voisin, la laver, la carder, la filer soi-même, mais ce qui aura déjà impliqué de toute manière une grosse consommation d'eau. Et puis après, cueillir les fleurs et les feuilles, ou les écorces ou les racines de son jardin, mettre tout ça dans des bocaux avec l'eau de pluie en plein soleil et attendre 2 ans d'avoir une couleur. Donc voilà, c'est la seule manière écologique de teindre de la laine et d'avoir de la laine écologique. Mais donc voilà, mais donc moi j'essaye de faire des petits gestes et donc un de mes petits gestes, c'est de ne pas consommer un fruit qui vient de l'autre côté du monde et qui ravage les forêts, qui sont le poumon de notre terre. Voilà. Donc voilà, mais donc j'avais ma dernière teinture à l'avocat, donc j'en avais fait tout au début, où je teignais il y a 5-6 ans, puis j'en ai refait 2 ans plus tard, et puis j'en ai refait, et voilà, et les dernières fois c'était il y a plus de 2 ans, et donc j'avais tout mis au fur et à mesure dans un grand sachet au congélo, et j'ai tout dégelé, j'ai tout mis dans ma casserole, et j'avais 24 noyaux d'avocat, et donc l'équivalent en pelure, tout était mélangé dans mon sachet, mais donc j'ai laissé dégeler, j'ai séparé les peaux et les noyaux. Les peaux, je les ai coupées au ciseau le plus finement possible pour vraiment avoir des tout petits morceaux. Et après, les noyaux, je les ai coupés en dés. Bon, c'est bien dur. Donc j'ai coupé tous mes noyaux en dés. Et ça, j'ai mis dans 2 casseroles séparées à tremper avec de l'eau tiède du robinet pendant, pareil, 2 bonnes journées. Et puis, j'ai porté mes 2 casseroles à ébullition et j'ai laissé cuire facilement 1h30, voire 2 heures à petit bouillon pour que la matière soit cuite. Donc les peaux aient vraiment l'air tout à fait ramollies et que les noyaux, quand je presse dessus, deviennent de la poudre. Et donc j'avais 2 bains de couleurs différentes. Celui avec les peaux était plus brunâtre et celui avec les noyaux était plus rosé roux. J'ai filtré, j'ai récupéré ma matière et de chaque côté, j'ai réécrabouillé encore plus fin. Donc les peaux, je les ai vraiment réduites en poudre. Les noyaux, je les ai réduits en poudre, je les ai écrasés et j'ai remis à cuire une 2e fois à bouillon pendant une bonne heure, 1h15. La couleur du bain a encore foncé. Voilà, et donc le 5e jour, j'ai filtré et là j'ai teint dans chacun de deux bains 10 échevaux de ma base Supernova 100% mérinos pour avoir, et j'ai 2 résultats différents forcément en fonction que ce soit peau ou que ce soit noyau. Donc ça c'est le noyau qui donne plus rosé et la peau c'est plus brunâtre. Les couleurs sont pile poil. Donc c'est très très beau, je vous l'accorde. C'est très très chouette. C'est très sympa, mais
pour avoir un résultat optimal au niveau, pour vraiment optimiser l'utilisation de ma matière première, j'ai dû cuire 2 fois pour vraiment que la... Ou alors il aurait fallu que je cuise une journée complète, mais le fait d'avoir laissé refroidir, le bain va s'oxyder et puis va rendre... Alors j'ai fait ça dans mes casseroles en inox, j'ai pas fait ça dans une casserole en aluminium, mais j'ai pas rajouté d'Alain. Et donc voici les résultats que j'ai eus. Donc je peux vous en montrer. Donc ça c'est le résultat avec les pots et les résultats avec les noyaux et avec les pots. Donc voilà, donc je dois avouer que j'étais pas complètement dingue. Alors oui, c'est joli, alors oui, c'est joliment rosé. Je pense que l'avocat utilisé sur la soie, c'est complètement magique parce que c'est là qu'on a le meilleur résultat. Je pense que de toute manière, la soie est la matière la plus facile, entre guillemets, à teindre de façon naturelle. Parce que c'est ce qui va rendre le plus grande vibration et qui va donner le plus de profondeur aux couleurs. Personnellement, en tricot, la soie, je n'aime pas. Ça me donne des dans les mains. Donc c'est difficile pour moi de la teindre parce que pareil, je dois la manipuler beaucoup. Et donc si c'est pas agréable, je vais pas... Et alors, teindre de la soie au tissu, a priori, personnellement, j'en ai pas usage. Chaque fois que je me suis fait des vêtements en soie, je les ai jamais portés. Je ne suis pas bien dans la soie. La soie n'est pas quelque chose. Je me suis déjà dit, j'aurais peut-être essayé de trouver des bandes, voilà, faire des foulards ou des choses comme ça. L'idée est toujours là, hein, donc voilà. Mais voilà. Alors, le résultat est sympa, mais sérieusement, quand on y pense, pour chacun des 2 bains, il y a eu plus de 5 heures de cuisson. Entre la cuisson, la double cuisson de décoction, plus la cuisson de la laine. Pour chacun des 2 bains. Donc voilà, pour teindre 20 écheveaux, j'ai cuit pendant plus de 20 heures. Plus de 10 heures. Je trouve ça pas écologique de nouveau. Et ce sont des couleurs, donc je trouve ça très très beau. Très très chouette, je suis très contente. Je vais continuer à consommer très modérément des avocats et à garder mes noyaux. Et d'autre manière, dans 2 ans, j'aurais oublié combien c'est long et pénible et laborieux à faire. Et je recommencerai et de nouveau, je me maudirai en me disant mais pourquoi je fais des trucs aussi débiles. Mais en vrai, ce sont des couleurs qui sont tellement faciles à obtenir avec d'autres choses. Ça, avec juste un peu de cachou dans de l'eau chaude, on a ça. Ça, avec la petite pellicule rose qu'il y a en dessous de l'écorce du bouleau, on a ce genre de résultat-là aussi. Alors, le bouleau doit aussi cuire longtemps, mais en une fois, on a le bon résultat et on a exactement le même genre de rose poudrée. Et le cachou, il vient aussi de façon exotique, loin, loin, loin. Mais le cachou, c'est une poudre qu'on met dans l'eau très, très chaude, qu'on dilue, on plonge sa laine, il n'y a pas de préparation, il n'y a pas de décoction. Donc voilà, donc celui-ci, au niveau déplacement, n'est pas écologique, mais au niveau utilisation, l'est très fort, lettré. Et le boulot, il y en a partout. On est en Europe du Nord et c'est facile à trouver. Donc voilà, ça c'est un peu ma conclusion. Je suis très contente de l'avoir fait, je me suis bien amusée, j'ai joué, ça sent pas mauvais, c'est pas désagréable du tout à utiliser, c'est très très gras, surtout celui avec les noyaux. L'eau était vraiment très très grasse, j'avais l'impression d'avoir une espèce de pellicule sur mes mains après. Parce que j'ai pas mis mes gants, parce que comme c'était pas très foncé, ça allait pas me colorier les mains. Enfin bon, ne le dites à personne. Hein. Donc voilà, je suis très contente. Mais c'est voilà mon point de vue à propos de l'agriculture et la culture de l'avocat. Et alors ensuite, j'ai également fait de la teinture aux fleurs de tagette. Alors la fleur de tagette, c'est facile, c'est sur la couverture de mon livre. C'est ceci, donc ce sont les œillets d'Inde. Donc tagette, c'est le nom latin, ce sont des toutes petites fleurs avec des toutes petites pousses qui en poussent très facilement, qui sont chez nous en annuel, elles ne sont pas vivaces. J'avoue, j'ai acheté des tagettes séchées chez un spécialiste des plantes naturelles parce qu'il me fallait 1 kilo de fleurs séchées pour pouvoir teindre 1 kilo de laine. Il paraît que normalement avec la tagette, on tombe dans les orangés. Alors moi, j'ai jamais les bonnes couleurs de ce qui est prévu donc dans mon bouquin. Ouais, non, en fait, je suis exactement dans ce qu'il faut. Donc les couleurs qu'on va obtenir, on est dans cette gamme de couleurs-là, ou si en nuance au sulfate de fer, on en a dans les verts kaki. Donc voilà. Et alors moi, j'ai ceci. J'adore, j'ai un mal fou, je vais peut-être en garder. Voilà, donc j'ai fait de la twinkle. Voilà. Alors, c'est un jaune qui tire un peu sur le vert, qui a des reflets orangés. Je trouve ça complètement inexprimable comme couleur. Voilà, je trouve ça vraiment très très chouette, très chaleureux, très lumineux.
vous le voyez un tout petit peu plus vert que ce que c'est en vrai. Et de toute manière, en plus, c'est typiquement le genre de couleur qui n'est pas la même en plein soleil que dans la pénombre. Donc partout où je vais la déplacer, c'est ce que je vous dis souvent, c'est la bonne couleur. Même si c'est pas la même couleur. Ça fait longtemps que je n'avais pas fait. Voilà. Voilà, c'était très chouette. J'ai mis mes tagettes à tremper. Donc ça, par contre, il faut de la laine qui soit mordancée. Et j'ai mis la laine à tremper. Les fleurs à tremper. Elles se sont bien ramollies. Les fleurs, ça va assez vite. Une bonne grosse demi-journée, une nuit. Puis j'ai cuit à feu assez doux pour pas ternir la couleur. J'ai cuit pendant 1 heure. Le lendemain, j'ai filtré. J'ai bien pressé mes fleurs qui étaient bien cuites. Et puis, j'ai plongé ma laine mordancée et j'ai teint de la twinkle. Donc voilà, donc je voulais partager ça avec vous parce que c'est quelque chose que je n'avais jamais fait. Donc voilà. Sur le site où j'ai acheté les tagettes, il était marqué qu'on obtient du orange. J'ai quand même du mal à le croire qu'on puisse obtenir du orange et que ce soit du grand teint. Alors ceci n'est pas grand teint, c'est du moyen teint, donc ça tient au lavage et ça tient à l'exposition à la lumière, sauf si on le met 3 mois en plein soleil. Mais je pense que 90% de tout ce qu'on teint, mettez un vêtement du commerce pendant 3 mois en plein soleil. J'ai l'impression qu'on est beaucoup plus exigeant au niveau de la tenue à la lumière par rapport à la teinture naturelle que par rapport à la teinture chimique. Mettez n'importe quoi 3 mois en plein soleil, il aura des teints. Donc il ne faut pas exiger des plantes qu'elles tiennent mieux que ce qu'on fait de façon chimique et industrielle. Si vous voulez mon autre point de vue de militante écologique. Donc voilà, mais donc ceci tient, si je me fais un gilet et que je le porte régulièrement même en plein été, la couleur ne va pas disparaître, la couleur ne va pas changer. C'est oui, si je mets mon gilet là maintenant dans mon atelier qui est exposé plein sud, où je mets mes écheveaux, tout l'été exposé plein sud dans mon atelier sur fond blanc, ils vont changer de couleur. Voilà. Donc mes expériences tinctorielles des dernières semaines. J'avais vraiment envie, ça faisait longtemps que j'avais voulu parler teinture, alors c'est des choses dont j'ai déjà parlé, surtout l'oignon, la tagette c'était nouveau, l'avocat j'avais envie de revenir un peu sur les fondements et sur mes convictions. Voilà, ça fait partie, je crois que c'est important aussi, je vais pas toujours vous faire un épisode de podcast où tout est beau, tout est gentil, il y a des choses avec lesquelles je ne suis pas d'accord. Et dans la vraie vie, en fait, je passe beaucoup de temps à dire ce avec quoi je ne suis pas d'accord. Je suis beaucoup moins que enthousiaste, parce que je suis enthousiaste dans les deux sens, en fait. Mon enthousiasme peut être très positif et peut être aussi très... Je suis vindicative. Voilà. J'ai un avis et je le donne. Bon, voilà, il paraît que ça fait partie de mon horoscope. Hein. Je suis lion, hein, donc je grogne. Donc voilà. Mais tout ça est disponible sur le site, si ça vous intéresse. Je vais vous remontrer peut-être un écheveau de chaque. Voilà, tout ça est en ligne. Et je trouve que même ensemble, ça fait très joli petit bouquet, un petit bouquet de printemps. Non. Donc voilà. Et j'ai teint d'autres choses, hein. J'ai reteint de la cochenille, de la garance, du bois de campèche. Je vais peut-être pas revenir à chaque fois avec les choses que vous connaissez déjà. Mais le site est plein de laine. Mais vraiment plein de laine. J'ai encore quelques écheveaux d'ultralase. Vous avez réservé un accueil fabuleux aux écheveaux d'ultralase, dont je vous ai parlé dans l'épisode précédent. Malheureusement, mon fournisseur a l'air d'avoir décidé d'arrêter ce fil. Donc il me reste juste 10 écheveaux, les 10 derniers précieux d'ultralase. Je trouve ça un peu décevant. D'ailleurs, en parlant d'ultralase, je saute du coq à l'âne. Je n'ai toujours pas commencé à le tricoter. Je vous ai montré dans l'épisode précédent que j'avais gardé un écheveautin à la garance et un écheveautin au cachou. Et alors, je les ai rebobinés en un seul cake, que je trouve absolument magnifique et hypnotique. Et je n'ai toujours pas commencé à l'utiliser, parce que je trouve ça tellement beau comme ça, que j'ai juste envie de le garder comme ça. Donc voilà, et donc en fait, les deux écheveaux ensemble, ça donne de la light fingering, je dirais. Donc je vais probablement tomber sur un échantillon de genre 26 mailles. Mais j'ai envie de faire un tricot assez léger, assez aéré. Je pensais aux vitamines D, mais je suis en train de me dire que donc j'ai un vitamine... Et ce qui est drôle, c'est que j'ai 2 vitamines D déjà, j'en ai un rouge et un noir. Donc là, ça ferait la connexion entre les 2 vitamines D. Mais j'ai envie de peut-être faire mon propre gilet sur base d'autres modèles, parce que j'ai une envie assez précise de ce que je veux. Il faut d'abord que je vois si le fil n'est pas trop fin pour... Si le fil est trop fin pour faire ce que j'ai envie de faire, je ferai un vitamine D. Donc voilà. Mais ça sera probablement le prochain projet sur mes aiguilles. Et comme justement j'ai envie de faire des tests, je vais d'abord avancer sur le Rock Peak cardigan avant de commencer ça, parce que sinon celui-là va m'empêcher de continuer le Rock Peak. Je me connais.
Donc voilà, mais on est au bout de cet épisode qui, je pensais, ne durerait pas très longtemps, que j'ai eu un peu de mal à démarrer. Veuillez m'excuser pour les débuts un peu cafouilleux. J'espère que vous avez passé un bon moment, j'espère que ça vous a intéressé, que ce soit la partie tricot court, couture répétitive et teinture militante. Euh, je, je vous embrasse fort fort. J'espère qu'on aura l'occasion éventuellement de se voir à Amsterdam au Breidagen ou au mois de juillet au Festival des Chevaux Solidaires. J'enregistrerai sûrement un épisode en juin. J'essaie plus ou moins de tenir mon délai de 3 semaines entre chaque épisode. Je vous embrasse méga méga fort. Merci pour tout. Merci d'être là. N'hésitez pas à vous abonner si vous êtes pas encore abonné, à me rejoindre sur Instagram si vous voulez des coulisses, des stories et tout ça. Sur Facebook éventuellement aussi, même si je suis beaucoup moins active sur Facebook. Souvent j'oublie, en fait j'ai une publication automatique quand je mets sur Instagram, ça se met automatiquement sur Facebook. Et alors l'application sur mon téléphone, l'application Page sur mon téléphone déconne très régulièrement. Et donc je ne reçois jamais les notifications. Et donc mon mari me... Ah, il t'a dit commentaire et t'as même pas répondu. Oh merde, il faut que j'aille répondre, c'est pas sympa. Donc voilà, voilà, veuillez m'excuser celles qui ne me suivent que sur Facebook et qui ont l'impression que je ne suis pas très sympa. C'est mon téléphone, il me sert pas de cerveau bis, quoi, donc pas comme il faut. Donc voilà. Donc bref, n'hésitez pas à vous abonner et je vous embrasse fort comme ça et on se retrouve très très vite, en vrai ou en virtuel.